et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre, Pierre Mayou. Bon début de semaine à tous. Bonjour, Monsieur Pierre. Bonjour, Janine. On salue les gens de l'Outaouais, notre groupe de Montréal, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour tout le monde. Pierre? Oui? Notre sujet d'aujourd'hui, puis je pense vos réflexions. Oh. Est-ce possible? En avez-vous? Oui. Oui, OK. J'en ai une petite, Janine, dans la presse. Dans la presse de samedi. Non, dans la presse de dimanche matin, je m'excuse. Précision oblige. Un titre de Richard Etu en première page. Une femme est une femme. Je le savais. Comme vaut ce sourire. J'étais sûr. J'étais sûr. Écoute, Lawrence Summers, tu sais, c'est un secret de polichinelle que je suis son histoire. Et ce qui est arrivé, c'est que la semaine dernière, les membres de la faculté des arts et des sciences de Harvard ont voté à 218 contre 185 une résolution exprimant leur manque de confiance dans le président de l'université Harvard aux États-Unis. Et pas la moindre, hein? Oui, qui s'appelle M. Lawrence Summers. Et M. Summers est sur la sellette, comme dit Richard Etu, pour avoir suggéré en janvier lors d'une conférence, écoutez bien ça, que les femmes avaient peut-être moins d'aptitudes naturelles pour les mathématiques et les sciences que les hommes. Les accusations de sexisme ont aussitôt fusé, j'ajouterais, de toutes parts et de tout canon. OK. Et on retient, moi je retiens toujours peut-être. Oui, moi je retiens toujours ça, peut-être. Il y en a, tu sais. Oui, oui. Le type attire l'attention. Alors, c'est intéressant, il y a des bonnes femmes qui ont claqué les portes sur le champ. OK, ils se sont levés et ont quitté. Ouais. Janine, moi je veux bien qu'on l'accuse de sexisme, qu'on l'accuse de toutes sortes d'affaires. Maintenant, dans un premier temps, j'aimerais qu'on me dise que ses propos sont erronés. Parce que si ces propos sont vrais, il n'y a vraiment aucun problème et aucun chat à fouetter là. Mais... Si c'est vrai que les femmes, de façon naturelle, seraient moins bonnes en mathématiques qu'en sciences que les hommes, bien oui, puis où le problème? Dans les soins infirmiers, les femmes ont définitivement beaucoup plus d'aptitudes naturelles que les hommes. Et ça, je l'affirme sans embâche. Mais en sciences, Pierre, une femme qui décide d'aller en sciences, il y en a des chimistes, il y en a des femmes qui travaillent dans les, comment t'appelles ça, dans les laboratoires pharmaceutiques, dans les hôpitaux. Il y en a qui ont les mathématiques. Elles l'ont, c'est naturel. Mais celles qui l'ont, il n'y a pas de problème. Exactement. Maintenant, il y en a moins de femmes qui sont attirées par ça. Voilà. OK? Mais de là à dire, je serais moins performante si elles faisaient le choix, puis elles n'ont pas l'esprit mathématique. C'est pas ça qu'il dit. Non, c'est pas ça qu'il dit. Que comme groupe, les femmes auraient moins d'aptitudes naturelles pour les mathématiques et les sciences. Elles sont moins attirées. Moi, ce qui ne veut pas dire, un instant, attendons un peu, une chose à la fois. Ce qui ne veut pas dire que celles qui y vont sont pas bonnes. C'est pas ça. C'est que si tu prends deux groupes de 100 personnes, OK, et tu vérifies les aptitudes pour les sciences et les mathématiques, possiblement, de façon naturelle, il y aurait plus d'hommes sur les 100 qui performeraient bien que de femmes sur les 100. C'est juste ça que ça veut dire. Ça n'exclut, ce n'est pas un commentaire dénigrant. Ce n'est pas un commentaire excluant. Bon, là, je t'écoute pour la suite. Ben non, c'est ça, Pierre. Moi, ce que je dis, c'est qu'une femme qui adore ça, puis j'en ai connu, elles ont l'esprit scientifique, elles ont l'esprit mathématique, c'est naturel, elles vont réussir, elles vont vers ça, elles vont réussir. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont pas attirées par ça, elles sont attirées par autre chose. Oui. C'est aussi simple que ça. Non, attends un peu, tu as raison. Oui. Elles peuvent ne pas être attirées, tout simplement parce que c'est pas dans leur corde. Elles peuvent être moins attirées parce qu'elles ont moins d'aptitudes aussi. Possible. C'est ça la possibilité que Lawrence Summers soulève. Est-ce qu'on pourrait d'abord vérifier la véracité de l'affirmation avant d'y tomber sa tomate? Pierre. C'est ça qui m'écoeure dans cette histoire-là. Et je vais continuer à vous en parler en ondes. Pierre. Oui. Je dirais une chose. Oui. Si vous me permettez. J'ai pas l'impression que c'est la première affaire de cet ordre-là qu'il prononce, ce gars-là. J'ai l'impression que ça cache
ça cache peut-être des comportements. Et ça a été comme le point qui a fait éclater l'abcès. Je lance ça, là. Je dis pas que je détiens la vérité. Je ne connais pas ce gars-là. Parce que c'est vrai que c'est gros. La réponse à son propos a été définitivement hystérique, c'est-à-dire complètement exagérée, et pour ne pas dire presque insensée. Mais pourquoi? Alors, est-ce que c'est pas la répétition de commentaires dégradants, ou je ne sais pas, là. Écoute, je trouve aussi que c'est gros. On verra. Tu peux t'expliquer. Une chose à la fois. Ça se peut ce que tu dis. Je connais pas assez l'individu, mais il y a une partie de la réaction qui est expliquée par études, ça vient pas de moi, là. C'est que pour eux, nier les différences entre les femmes et les hommes est un non-sens. Oui. Oui. OK? Oui, absolument. Alors là, j'en suis. On commencera pas à nier les différences naturelles entre les hommes et les femmes. On commencera pas à nier les différences d'aptitude. Il y en a des différences, puis il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Sûrement, Pierre. Bon. Mais une femme qui décide d'aller là-dedans, c'est parce qu'elle a le goût, parce qu'elle a une facilité là, pour les sciences, pour les mathématiques. C'est ça. À ce que je sache, le type n'a jamais passé de propos et les faits qui étaient contre la venue des femmes dans ces domaines-là, c'était pas ça son point. Ça n'a pas l'air. Il expliquait, et j'en parlais avec certaines personnes en fin de semaine, dont des proches. Il m'a dit, quelqu'un m'a répondu, oui, mais c'est assez évident. Dans certaines facultés, les filles n'y vont pas parce que ça les intéresse pas. Absolument. Pourquoi ça les intéresse pas? Pour plusieurs raisons. Entre autres, dont une, possiblement, des aptitudes moindres. C'est une Quand est-ce que ça va devenir scandaleux? Quand est-ce que ça va devenir une offense que de dire, dans certains domaines, un des sexes serait avantagé de façon naturelle par rapport à l'autre? Mais jusque-là, Pierre, c'est pas insultant. Bon. Ça, c'est pas insultant comme tel. Alors, pourquoi qu'on n'aurait pas le droit de le mesurer? Effectivement, prenez des groupes au hasard et mesurez les aptitudes naturelles aux mathématiques et aux sciences, puis comparez. Ça se pourrait qu'on trouve des différences intrinsèques à chacun des sexes. Mais oui. Mais est-ce que ça serait une réponse? C'est juste ça que le bonhomme essaie de dire. En tout cas, peu importe ce qu'il essaie de dire, moi, ce que je dis, c'est qu'il y en a des différences. Et j'ai hâte qu'avant de tomber sur la tomate d'un individu, qu'on le traite de sexiste, qu'on se demande, est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire? Bon, puis Richard Etu, dans son article, parlait d'éditorialistes qui disent ne pas avoir assez de place, des femmes éditorialistes. Oui. Puis là encore, c'est une question de goût, d'aptitude. Il y a moins de femmes qui soumettent des textes éditoriaux ou critiques. Elles vont aller dans d'autres parce qu'elles sont attirées par d'autres domaines. Oui. Okay? Est-ce qu'il est possible que de façon naturelle, les femmes tolèrent beaucoup moins la critique que les hommes? Qu'elles aient l'épiderme plus mince. Je sais pas. C'est une question, avant de me traiter de sexiste et de dénigrant, qu'on se demande, est-ce qu'on pourrait vérifier ça? Mais à tout ça, Pierre, moi je dis tout le temps, si un homme ou une femme a des aptitudes pour quelque chose, peu importe que c'est classique, que ce soit réservé à des femmes ou un domaine qui est réservé à des hommes, si un ou l'autre des sexes a le goût de le faire, sur une base individuelle, on devrait encourager cet individu-là. C'est pas de façon nécessairement massive. Les métiers non traditionnels, c'est ça. C'est parce que j'ai l'impression que c'est interprété par beaucoup de femmes comme étant une porte qu'on veut fermer. Parce qu'il y en a beaucoup de portes fermées. Pour tout le monde, même pour les hommes, dans le fond. Oui. Je dis que la victimisation, là, elle commence. Il y a plusieurs hommes qui commencent à en avoir ras le pompon, là, de la victimisation, là. Pour des niaiseries, là. En tout cas, comprendre. Les réactions hystériques, là, j'ai l'impression qu'on a avantage à grandir du côté féminin parce que il va y avoir des critiques acerbes qui vont fuser d'ici peu, j'ai l'impression, Janine. Je sens ça. Est-ce que c'est l'expression d'une grande frustration? Oh, yes, il y en a qui commencent à avoir ras le pompon de dérouler des tapis rouges, là. Et il y a des limites à ça. Les règles du jeu. Mais des deux côtés. J'ai l'impression que c'est de l'exaspération des deux côtés. En tout cas, j'espère qu'un jour on sortira de la guerre des sexes et qu'on fera quelque chose de plus constructif. Non, quand on aura fini avec la guerre, on va commencer la compétition. En tout cas. Janine. Oui. La vie est un vaste théâtre de compétition. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? T'as assez compétitionné jusqu'à maintenant? Je suis pas mal convaincu que tu viendras pas nier ça. Personnellement, avec moi-même, c'était la plus grande compétition, Pierre. Janine, avec les autres aussi. Jamais à mettre les bâtons dans les roues. Non, jamais. C'est pas ça. T'avances, mais c'est pour moi.
C'est pas par rapport aux autres. Mais là, moi, c'est pas ça que je veux dire. Être compétitif, c'est d'essayer de vaincre l'autre par l'excellence. Pas y couper un jambe. Ah, mais pour vaincre l'autre, il faut que tu t'améliores. Moi, j'ai toujours senti Oui, c'est ça. T'es très compétitive. Mais oui, mais moi, face à moi, j'ai personne de ciblé. On se comprend. Ouais, on s'en parlera de ça. Mais, sérieux, pour moi, la compétition, c'est comme ça. Ça commence d'abord avec toi-même, puis si toi, t'es pas capable de relever le niveau, ben avec qui tu vas être en compétition après? Tu peux pas relever le niveau de compétition avec les autres. Je peux pas faire plus que ce que j'ai à donner. Oui, je peux remonter au maximum. Mes connaissances, mes capacités, Oui, à un moment donné, ça... Et ça te rend plus compétitif sur le marché de l'emploi, dans certains postes, etc. Indirectement, peut-être. Ben oui. Pierre, notre sujet. Oui. Oui. Alors aujourd'hui, faire des choix qui ne mènent à rien. Oui. Puis on va partir d'un courriel. Je pense qu'il reste très peu de temps dans les informations, mais c'est OK. Je n'ai pas pris. Hein. Mais c'est le cas d'une femme de 35 ans. Oui. Elle dit, je réalise que j'ai fait des choix qui ne mènent à rien. Elle est diplômée universitaire en enseignement. Elle a 2 bacs. Elle a élevé ses enfants. Et 8 ans après, elle est entrée sur le marché du travail. Elle s'est mise à faire de la suppléance. Elle dit, j'en ai arraché. Elle dit, j'étais heureuse, par exemple, de contribuer, à la société, à faire avancer ma famille. Elle dit, c'était difficile. Elle dit, la direction m'a pas aidée. Au contraire, elle dit, j'ai vraiment pas aimé le milieu de l'enseignement. Je me suis sentie épiée. Elle avait l'impression que tout le monde voulait la prendre en faute. Comme j'avais jamais d'alliés, j'ai senti qu'on m'avait forcé à me retirer. Oui. Alors, on n'avait visiblement pas intérêt à m'offrir un contrat. Alors, depuis 1 an, elle est en réflexion. Elle dit, j'ai un bon conjoint, mais elle dit, je ne sais pas comment aller chercher de l'argent par moi-même. Je sais plus ce que j'aime. Elle dit qu'elle ressent l'angoisse de ne pas s'être réalisée, de ne pas se réaliser. Le temps file et les rêves sont de moins en moins accessibles. C'est très frustrant. Donc, des choix qui mènent à rien. Tu sais, des études longues pour arriver, en bout de ligne, à se dire, ça me mène à rien, je suis pas bien. Il y en a d'autres choix comme ça. Compétitivité. L'être plus. Compétitivité. C'est important, Janine. Alors, faire des choix qui ne mènent à rien, on parle de ça aujourd'hui avec l'impression. Je vais donner le numéro, Pierre, puis je vais vous laisser, parce que on n'a pas. 7900-224, 1-800-667-5241. Faire des choix qui ne mènent à rien, avoir cette impression-là, du moins, d'ailleurs, des choix, est-ce que ça devrait nécessairement nous mener à quelque chose? C'est ce qu'on souhaite, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Ouais, des choix qui mènent à rien. Ça peut refléter plusieurs choses. Ça peut refléter une attitude d'autodéfaitisme. Alors, il y a des individus qui vont inconsciemment faire des choix dans le but d'échouer. Okay. Dans le but de ne pas progresser. Et ça borde l'autre raison qui est carrément la névrose d'échec. C'est-à-dire, il y a des individus qui ont incorporé, qui ont intériorisé en eux le désir inconscient d'échouer tout ce qu'ils vont entreprendre, suite à des relations viciées en bas âge. Du style, toi t'es né pour un petit pain, t'es un pas bon, t'es une pas bonne, c'est tous ces commentaires-là qui ont été répétés à maintes et maintes reprises et introjectés, c'est-à-dire intériorisés, internalisés. Alors ça peut conduire à une névrose d'échec et il y a un bon pourcentage de Québécois qui sont aux prises avec ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choix qui non seulement mènent à rien, mais mènent à moins que rien, dans le négatif. OK? OK. Il y a des influences culturelles aussi. Indéniablement, on a une culture... Écoute, le Québec a une culture particulière. C'est une société distincte, à n'en pas douter. Et c'est pas toujours beau ce qu'il y a dans cette société distincte-là. Admirer, surtout pour les femmes, admirer une femme qui réussit, ça fait pas partie de l'histoire de la tribu. On est particulièrement critique et cinglant, entre autres envers des femmes qui réussissent, et d'un. Sinon, lorsqu'on n'est pas cinglant, ben, on néglige, on s'en détourne du succès féminin. Exemple, les propos de Guylaine Tremblay hier soir. Tout le monde en parle. Et elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, lorsqu'un homme réussit, on lui parle davantage. Il est plus populaire.
Lorsqu'une femme réussit, on lui parle moins. Et elle parlait d'elle. Oui. Oui. Guylaine Tremblay est une femme qui réussit, elle est célibataire, elle a 2 petites filles adoptées, et elle nous faisait part de ça. Et je crois que son expérience personnelle est exportable à beaucoup d'autres femmes. Tu t'isoles. Le succès pourrait isoler des femmes, ce qui pourrait faire peur à aller plus loin. Oui, parce que le succès est peu érogène pour l'homme. Alors que le succès pour une femme, chez un homme, c'est très érogène. Alors, il y a une différence fondamentale, et je pense que c'est une autre des différences de sexe. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont appeler, qui vont dire, alors, commencez pas à me traiter de misogyne après-midi, là. Allez faire des études sur ce qu'a dit Guylaine Tremblay, afin de vérifier si effectivement ça peut s'appliquer à beaucoup de monde. OK? Fait, ne pas m'écœurer avec ça, s'il vous plaît, là. Bon. Parce que Guylaine a sorti ça, puis je pense que ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Et qu'on essaie de vérifier, graduellement, la véracité de son propos. Donc, la femme qui réussit serait mise à l'écart. On lui parle moins, elle serait moins intéressante, moins attrayante, entre autres, y compris sur le plan sexuel. Alors, qu'est-ce que c'est, Pierre, un homme qui irait avec une femme qui réussit, qui ne change pas de personnalité, qui réussit dans son métier, qui réussit en amitié, pourquoi ça repousserait les hommes équilibrés? Un homme équilibré, c'est parce que là, vous arrivez dans les instincts. Quand vous dites ça peut bloquer. C'est que là, oui. Là, j'ai l'impression qu'on régresse quand on parle de ça. Il y a une dimension dont on n'ose pas trop tenir compte. On nous a fait à croire qu'on était des créatures divines. Malheureusement, on est des animaux. Et la dimension animale peut en enfarger plus d'un. Mais il y a quelque chose de grave, Pierre, parce que on demande aux femmes de réussir. Je pense que je l'ai retenu, ce propos-là de Guylaine. Oui, mais on demande aux femmes de réussir. La femme qui apporte pas sa part dans la vie familiale après avoir élevé les enfants, là, si on prend notre plan, ça va créer des mardis problèmes. Elle va se mettre à gagner. Elle pourrait gagner plus que le conjoint. À ce moment-là, tu sapes toute ton affaire. Oui. En tout cas. Oui, Janine, c'est pas anodin ce que je viens de dire là. C'est pas anodin ce que Guylaine Tremblay a dit hier soir. Alors, on parle à Diane. Alors, juste un petit dernier mot. Et pour tenir compte de ton courriel de tout à l'heure, évidemment, il y a des choix qui mènent à rien parce qu'il y a des individus, beaucoup d'individus, qui ont une très mauvaise connaissance d'eux-mêmes, de leurs talents, de leurs aptitudes, et qui font des choix qui ne sont pas conformes à ces derniers. Oui. OK, parfait. Je pense que c'est un grand tableau. Alors, on va voir ce que Diane pense de tout ça. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour, Diane. Bonjour. Je veux vous féliciter premièrement pour votre émission. J'ai un très grand respect pour vous deux, puis pour ce que vous apportez en ondes. J'écoute souvent votre émission parce que je suis une maman à la maison. Puis, en tout cas, je suis très nerveuse. Je ne sais pas si ma voix va sonner comme il faut, là. Ça va bien. Votre petite voix. Soyez sans crainte. OK, merci beaucoup. Moi, je voulais vous dire que, bon, j'ai fait des études collégiales en général. J'ai été un petit peu à l'université, puis à un moment donné, je m'apercevais que, bon, ça me menait nulle part. C'était pas des métiers que je voulais faire. Puis, j'ai arrêté ça. J'ai été sur le marché du travail. Puis, par l'entreprise d'une grande institution, j'ai repris des cours pour avoir des attestations, des choses comme ça. Puis, je me rendais compte que quand on est retiré du travail par un congé de maternité, souvent, les entreprises vont réorganiser les postes de travail, qui fait qu'on est un petit peu à l'écart. Ça peut arriver, oui. Oui. Où des endroits vont fermer, il faut comme refaire des nouveaux choix. Puis, moi, ces choses-là, je les ai pris positivement parce que je me suis dit, si c'était pas arrivé, je serais probablement encore dans cette entreprise-là. Je me dis, ça m'a donné la chance, bon, de réapprendre un autre métier, de voir d'autres choses, puis de voir vraiment ce que je veux. Quel âge avez-vous, là? J'ai 38 ans. Ben, je vais avoir 38 ans. Ouais. Voyez-vous, le problème, vous venez de le mentionner, c'est trouver ce que je veux, voir ce que je veux. Oui. Voir ce que je veux. Comment se fait-il qu'à 38 ans, Diane, vous soyez encore comme un petit oiseau qui ne sait pas trop sur quelle branche se percher? Ben, parce que je voulais essayer des choses différentes, je crois. Ça me surprendrait, Diane. J'entends votre réponse, je la respecte, mais j'en suis pas convaincu, mais pas du tout. Vous n'êtes pas convaincu? Ben, moi, je l'ai pris comme ce qui arrivait, c'était pas pour rien, puis c'était pour me faire apprendre d'autres choses, Ben me faire oui, grandir. vous êtes, oui, devriez adopter la religion musulmane, vous. Ben, voyons. Allah décide.
Et c'est arrivé parce qu'elle le voulait. Alors, on parle pas de choix, là, dans ce cas-là. Non, je me dis, fais confiance à la vie. La vie m'amène ce qu'il y a de bon. Puis, Elle va y voir. Non, je suis pas pratiquante. Non, je sais que vous n'êtes pas pratiquante. Moi, en les êtres humains, mais fondamentalement. vous croyez pas en vous? Oui. Non. Oui, j'ai confiance en moi, puis je crois en moi. Non. Non. Ben, je vous convainc pas, mais oui. Quand je décide ce que je veux, la plupart du temps, je l'obtiens. Ben oui, mais se réaliser, c'est autre chose. Vous me répondez sur un autre plan. Je comprends votre réponse. Oui. Oui, vous êtes une femme intelligente. Vous pouvez être déterminée. Mais d'être là à orienter votre destinée, votre épanouissement personnel, c'est là que je suis très sceptique, Diane. Ben, j'ai probablement misé sur les enfants, sur l'épanouissement des enfants, leur donner... Oui, comme mère, votre rôle de mère, ça c'est correct. Oui, parce que j'écoute beaucoup ce que vous dites, puis... Ça va. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Votre rôle de mère, vous êtes capable de le jouer. Maintenant, votre rôle de femme. Oui. D'être humain et de femme. Ben, d'être humain et de femme, oui, je le joue, là, avec mon conjoint, je pense que... Non, Diane. Ça, c'est le rôle de conjointe avec votre époux. Oui. Le rôle de conjointe, je suis pas inquiet. Vous devez bien le jouer aussi. Le rôle de femme, vous voulez dire... d'une personne. Comme carrière, là? Votre épanouissement personnel comme personne. Oui. Réaliser, actualiser vos talents. Réaliser vos aptitudes. Hors du conjoint, hors des enfants. Ça n'a rien à voir avec le conjoint et les enfants, ça, là. C'est une réalisation. C'est un trip personnel, là. Okay. Vous avez dit, j'ai fait des études collégiales, universitaires, oui. puis il n'y a pas de métier que je voulais faire. Le problème, il est là. Ben, c'est quel honneur? Ben, c'est parce que je voulais, au début, j'avais des grands rêves de m'en aller avocate. Puis, quand on fait des travaux, à un moment donné, à l'université, je me rends compte que je suis pas capable de convaincre les gens de quelque chose que je sais fondamentalement qui est vrai. Je me dis, bon, ben là, crois ce que tu veux. Moi, j'ai le droit de croire ce que moi, je veux. Tu sais, j'ai pas à convaincre quelqu'un d'une idée que moi, je sais qui est vraie. Un jour, peut-être... Est-ce que c'est dans votre nature d'être ce que vous êtes maintenant, ou si on vous a rendu comme ça? Je pense que c'est un peu des deux. Est-ce que vous étiez une personne dont la personnalité, dont les traits de caractère vont dans le sens d'une piètre capacité de conviction, ou si votre éducation vous a coupé les ailes de ce côté-là? Ben, c'est sûr que peut-être un petit peu, on nous dit, bon ben là, écoute ce que je dis, c'est comme ça. Pardon, on nous dit? Ouais, on nous dit? On? Ben, c'est pas que tout revient. Vous êtes le Freud moderne. On nous dit... Non, c'est vous qui l'avez dit. On. Non, je veux simplement savoir de qui vous parlez, on. Ben, c'est sûr qu'avec mon père, c'était assez sévère. Qui vous disait ce que vous avez mentionné, là? On nous dit que... Alors, c'était-tu votre père ou votre mère qui vous dit? Ben, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus mon père qui était sévère, parce que ma mère... en tout cas, je vais vous dire, aujourd'hui, elle est dans la soixantaine, puis elle écoute. C'est une femme exceptionnelle qui écoute. Oui, elle était très exceptionnelle, elle n'a pas été capable de mettre le bonhomme à sa place. On appelle ça des femmes exceptionnelles, et on en a besoin de beaucoup de ça au Québec. Allez, bye Diane. Au revoir. Bonne réflexion. Diane. Juste avant de parler à Michel, Pierre, l'histoire tantôt de Diane. Diane fait le choix, de sa matière, je voulais devenir avocate. Hein? Pour devenir avocat, il faut que tu sois capable d'argumenter, il faut que tu aimes argumenter, ça te fait plaisir de retourner les idées de tous les côtés, de te faire obstruction. Si elle a choisi d'aller vers ce métier-là ou cette formation-là, c'est probablement qu'elle avait en elle ça. Et c'est là que vous dites, ça a été bousillé. Qu'est-ce que lui disait son père? Je sais pas. Elle disait qu'il était autoritaire, je sais pas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel mot vous avez remarqué? Il disait de se taire. Il disait de se taire. Bon. Alors, c'est bon. Donc, bousillé. Ses goûts allaient vers le droit, puis elle l'a pas fait. Beaucoup de ces ticlins-là au Québec, ce que j'appelle, moi, un ticlin. Ticlin. Donc, faire des choix, c'est pas ça. Bousiller la vie de ses enfants, là. Puis la difficulté à demeurer respectueux envers ces individus-là. Mais je pense qu'il y a des parents, Pierre, qui s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Ils pensent. C'est ça. C'est comme ça que tu élèves des enfants. J'élève un enfant, puis je me rends pas compte de ce que je fais. Mais je suis un bandit, je suis un criminel, je suis un dangereux. Ou je marche selon le livre.
Je suis un danger. Il n'y en a pas de livre. Je suis dans un un dangereux. code. Oh, puis je m'en rends pas compte quand je fais peur à mon enfant. Je m'en rends pas compte quand je le menace. Je m'en rends pas compte quand je le brime. Je m'en rends pas compte quand je l'écrase. Ben là, Janine. Je pense qu'il y en a beaucoup. Si un parent comme ça, prenons-le puis mettons-le en prison, il va faire des gestes criminels. Ça rend pas, il est pas conscient. C'est plus subtil, hein. C'est ça l'histoire, malheureusement. Maudit trace de ticlin. Alors, on parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. J'appelle pour le sujet du jour. Là. Allez-y, mon Michel. J'écoute votre programme de façon assidue depuis 13-14 mois suite à une perte d'emploi. Mm-hmm. Et sur le point de vue emploi, je veux dire, j'ai fait un choix qui était pas si pire que ça, là, mais c'est plus au point de vue personnel que j'ai de la difficulté à faire des bons choix avec des femmes. En fait... Attends un peu, répétez-moi ça. Je veux dire, j'ai trouvé un petit peu ma voie, fait qu'au point de vue ouvrage, il y a 12 ans, sauf que j'ai dû quitter, là, à cause qu'il s'est passé de la magouille, là, et j'ai dû quitter, là. Sauf que j'aimerais poursuivre dans le domaine que j'étais. En fait, j'étais éducateur, j'étais moniteur pour des personnes atteintes d'une maladie mentale. Et j'aimais ça, car j'aime beaucoup les gens, et c'est dans ce domaine-là que j'aimerais poursuivre, sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai pas mon fameux deck sur technique qui est en éducation pour spécialiser. Et quel âge vous avez? Mais j'ai 46 ans. Oui. Il n'y a pas d'équivalent, Pierre, quand on a travaillé un certain temps dans un domaine? Je sais pas, je connais pas ça. Ben, en fait, j'ai eu un certificat d'emploi par la main-d'œuvre du Canada, là, mais avec une espèce de diplôme bidon. Sauf que, c'est ça, là, moi, je ne sais pas si je vais poursuivre pour des études avec à temps plein ou si je vais pouvoir me trouver une job en dehors de ce domaine-là, mais c'est surtout avec au point de vue personnel que j'ai de la difficulté avec les femmes, docteur. Oui, racontez. Oui, moi, en fait, j'ai connu mon épouse, mais l'ex-épouse, il y a plusieurs années. Elle avait 15 ans, moi, j'avais 21 ans. Et on s'est fréquentés pendant 3 ans. Et ça marchait plus ou moins bien. C'était une fille qui avait des... Oui, Michel, oui? Ça mérite beaucoup. Oui. Vous aviez 21 ans? Oui. Puis vous fréquentiez une fillette de 15 ans? Oui. J'ai bien de la misère avec ça. Oui. J'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Moi, j'ai bien de la misère avec les jeunes adultes qui fourragent la bobette des petits. Oui, sauf que, par contre, là, qu'il faut pas aller trop fort, là, ça a pris 2 ans à peu près, là, pour qu'on ait des relations qui étaient sexuelles, docteur, là, et je l'ai marié, là. C'est pas une excuse. C'est drôle, moi, l'histoire du mariage. Ben oui, mais docteur, avec 14 ans, 15 ans, mais je l'ai marié. Ah ouais. Ah ouais. Voulez-vous me dire qu'est-ce qui vous attirait chez une fillette, une gamine de 15 ans à 21 ans? Vous auriez pas aimé une plus vieille, un peu 18-19, là, non? C'était trop grand pour vous, ça? Hein? Ouais, là, vous touchez, fait qu'à un point sur... Oh yes, je touche à un point, puis je n'aime pas ce point-là. Je comprends, sauf que moi, j'étais sincère quand même là-dedans. Je veux dire, je pensais que c'était une fille que j'aurais pu changer et j'aurais pu faire une vie avec elle. Oui, oui, c'est justement ça. Le gars de 21 ans, il prend un petit jeune, tu connais rien, toi, viens ici. Viens ici. Papa a raison. Je vais te montrer la vie. C'est ça qui m'écoeure là-dedans. Oui. Comprenez-vous, là? Oui, je comprends très bien et j'étais de même que vous avez parfaitement, que vous avez raison sur ça. Ouais, et c'est cette dimension-là qui m'effoire pas mal. Ouais. Elle parlait de 21, dit à la petite, tu connais rien en vie, m'a te montrer ça, la vie. Ouais. J'aime mieux que la petite de 15, elle l'apprenne la vie avec un jeune de 15 ou de 16. Oui. Comprenez-vous mon point? Oui, je comprends. Fait que, ben de la misère, oui, Janine. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est advenu de cette relation-là? C'est ça, ben, disons, j'ai été marié pendant une période presque de 7 ans, là, et j'ai vécu comme d'enfer là-dedans, alors j'étais malheureux, puis elle aussi était malheureuse. Ouais, mais lequel qui avait couru après qui? Ouais. Alors, vous avez été victime de cette femme-là, ou c'est vous qui l'avez enguirlandée? Ben, c'est moi.
Ah bon? Ouais. Ah bon? Vous aviez de la misère à entrer en relation avec des femmes qui étaient plus vieilles, c'est ça? Dans ce temps-là, là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand on a de la misère à 21 ans avec les grandes de son âge? Ouais. On se crosse. Ouais. M'avez-vous écouté? Mais je l'ai fait. On se masturbe. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, masturber, c'est se crosser. Hein? Je suis d'accord avec vous et Ouais. je l'ai fait, docteur, pendant de nombreuses années. Je pensais que j'étais prête pour vivre une relation intime à cet âge-là et je m'aperçois que je n'étais pas prête. Alors, je pense pas que j'avais... Vous avez manqué une sacrée belle chance de continuer à vous masturber, vous, à 21 ans? C'est vrai? Parce que Yep. Oui, vous avez raison, parce que là, je paye pour aujourd'hui là, pour ce mauvais choix-là. Ouais. J'ai 3 enfants et je ne sais pas pourquoi, mais qui veulent pas me voir, mais ça, c'est un autre problème. Et Avec cette vois, Janine, ouais, avec cette femme-là, Michel. Quand c'est Ouais. de la merde en partant, là, Ouais. écoute, ça peut pas faire un beau... Tu le payes longtemps, c'est sûr. C'est sûr. Parce une adolescente de 15 ans, elle va changer inévitablement. La relation va changer parce qu'elle est une enfant. Voyons. Su que mais j'aurais pas été, bien sûr. Là. Ben, personne vous a mis en garde, Non. les parents d'un bar ou de l'autre, personne. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Fait que ils les ont laissés se pendre ensemble. C'est ça. C'est moi que je me Vous suis... savez, quand je dis que le Québec, dans le Québec, Ouais. il y a beaucoup d'individus tarés, c'est à ça que je réfère. Oui. On est tellement tarés sur le plan culturel qu'on laisse des adultes jouer dans les bobettes des petites. Et ça, c'est inacceptable. Mais peut-être que Michel était Il n'y avait encore pas un d'homme adulte, autour de hein. cet enfant-là pour vous poigner par le collet et dire, écoute, par là, va donc jouer avec des femmes de son âge, sinon, là, hein, on se crosse, OK? Moi, il y a son père qui était un mou, disons, là, qui permettait qu'on couche ensemble, là, sauf que moi, que je voyais bien là, que c'était dangereux, et c'est le pourquoi j'ai attendu 2 ans avant que j'aille pour des relations intimes avec elle. Ah oui, vous étiez maintenant en prison. Pas fou non plus, le gars. J'ai jamais dit que vous étiez d'homme. Vous auriez été incarcérable. Mais ce n'est pas de même que Je pense que... J'aimerais savoir, mais le pourquoi, c'est ça, de cette immaturité-là? Ben là, pourquoi cette immaturité-là? À cause du laitier. C'est le laitier, je trouve, le lait était pas bon. Ouais, mais... Hein? Je n'ai pas eu vraiment mais de modèle, il faut dire. Là. Oui, le modèle. Michel, vos parents sont décédés, qu'est-ce que... C'est ça, j'ai perdu mon père alors j'avais 15-16 ans et ma mère aussi. J'ai fait 8 ans mais de collège privé avec des gars. Ensuite, je suis sorti de là vers les 13 ans pour aller vers le secondaire. J'avais jamais vu une fille mais de ma vie, j'avais 13-14 ans. Fait que j'ai été après en dedans m'aider. Écoutez, vous êtes en train de décrire le Québec comme un pays africain, comme une zone de guerre. C'est quand même rocambolesque. C'est pas un reproche que je vous fais à vous, là. Il a vécu le vacuum parental pour vrai, là. Écoutez, on est supposé être un pays légèrement civilisé. Ouais. Vous nous décrivez ça comme si c'était le Brésil ou un pays d'arrière d'une république de bananes, hein, pour ne pas dire un fond africain. Ouais. C'est gênant. Mais Pierre, il s'est retrouvé dans un couvent, dans un collège, ça, Michel? Oui. Pensionnaire. Pendant 8 ans. 8 ans. Est-ce qu'ils n'avaient pas une part de responsabilité aussi face à un orphelin? Là, tu te dis, est-ce que l'éducation aurait dû être autre? Aviez-vous de la famille, vous? Des oncles, Oui. des tantes? Ben, disons, j'avais mon père, sauf que lui, il ne pouvait pas s'occuper mais de nous. Puis pour les oncles puis les tantes, qui s'occupaient pas non plus, mais de nous autres. On sortait à peu près une fois par mois, mais du collège, et vers la fin... Je vais finir par croire ce que Paul Arcand a dit hier soir, hein? Je sais pas que... Ouais, Paul Arcand, il a dit que les enfants au Québec, pas bien important. Vous en êtes une belle démonstration. Hey, quand est-ce que les enfants vont avoir un petit peu d'importance au Québec? Quand est-ce? Allez, bye, Michel. Bye, Michel. OK, alors, les choix qu'on fait dans la vie. Au moins, on peut profiter de son expérience pour dire aux autres, hey, allumez, là. C'est pas drôle. Ben, il était laissé à lui-même. En tout cas. La petite fille de 15 ans est-elle orpheline, elle aussi? Non. Soyons clairs, on a des circuits actuellement disponibles. 790-0224, 1-800-667-5241.
Aujourd'hui, on parle de choix. Il y a des gens qui disent, j'ai fait des choix importants. Et ça ne mène à rien. OK? Faire le choix d'études, des longues études, puis arriver dans le milieu du travail et se dire, mais c'est pas, ça correspond pas. Je suis malheureux à mourir. Des choix de conjoint, Pierre, il y a des choix qui sont importants. Il y a des choix qui doivent être mûris. C'est la réflexion qui va te mener à te décider. Mais il y en a, on passe notre vie à faire des choix. Des petits choix. Puis c'est pas grave. C'est pas grave que ça tourne moins bien que tu as prévu. On est obligé de faire des choix. Ah, c'est incroyable dans notre culture, comme il y a une espèce de frivolité autour de choix importants. Oui. Choisir son déroulement académique, c'est tout qu'un choix. Et il y a beaucoup de parents qui ne respectent pas leurs enfants là-dedans. Choisir les amis, beaucoup de parents ne respectent pas ou s'ingèrent là-dedans. Pour des jeunes adultes, écoute, le précédent, Michel, 21 ans, ça va s'encoquiner avec une petite fille de 15 ans, ça n'a pas de bon sens. On tolère ça, tu sais, il y a une espèce d'indifférence ou de... Je sais pas trop comment appeler ça, mais... Est-ce qu'on craint de faire de l'ingérence, Pierre? D'une certaine façon, pour être tellement politiquement pourtant, correct, ils s'en fait à tour de bras. Écoute, la majorité des femmes, des mères québécoises, c'est des germaines comme ça se peut pas. Mais si fourlonnés, s'ils n'ont pas d'affaires, lorsque ça les regarde, ils s'en mêlent pas. Elle était où, la mère de la petite de 15 ans, tout à l'heure, puis le père de la petite? Je veux bien croire que Michel est orphelin, mais la petite l'était pas. Elle aurait pu être protégée. Ben, et par le fait même... Dire à Tarla, continue à te masturber une secousse, tu reviendras dans une couple d'années. À 17 ans, la petite aurait peut-être pas réagi du tout de la même façon, hein? 2 ans, c'est énorme à l'adolescence. C'est sûr. Janine, quand est-ce qu'on va comprendre ça? Alors ça prend-tu un cours universitaire pour réaliser des niaiseries comme ça? Fait qu'on fait de l'ingérence sur des affaires secondaires et niaiseuses. Oui, puis on ne fait pas d'ingérence quand c'est des questions de vie, de choix de vie à long terme et de catastrophes éventuelles. Oui, vrai dans des cas, ce que tu viens de dire. Bon. Alors c'est dommage, mais c'est quoi? Ce serait un manque de jugement. Ou on a peur de dire, comme, est-ce que les parents de la jeune fille auraient eu peur de dire à Michel, écoute, t'es trop vieux pour fréquenter mon gars. Ils auraient eu peur de passer pour has-been? Oh, c'est quoi? Il y a plus vicieux que ça, hein. Malheureusement, les motivations, là, plus ou moins avouées, sont généralement pas jolies. Ils se sont servis de lui. Oui. Les parents se le père pour s'exciter un peu sexuellement, sachant que le gars l'a pognassé, et la mère pour se débarrasser d'une rivale là, qui commençait à l'emmerder dans la maison. Tu sais. Dans bien des cas, malheureusement, c'est un scénario très fréquent ça, au Québec. C'est une façon de se débarrasser des petites. Alors, il livre un gars de 21 ans, puis le père, ça fait son affaire, il regarde monsieur, puis là, tu sais, ne pouvant le faire, il copule par procuration. En livrant sa fille à un autre. Même. Alors, les choix beaucoup de livraisons au Québec, Janine. Ouais. Au lieu d'assumer. Paul Arcand avait raison hier soir quand il dit que, au Québec, on n'aime pas trop les enfants, on les protège pas beaucoup, on les laisse pas tellement tranquilles. Alors, faire les choix qui sont importants. C'était peut-être pas la place ou la meilleure place hier soir pour Paul de dire ça, mais ce qu'il a dit est dangereusement cela. Le raisonnement est bien simple. Il y avait 2 millions de personnes qui ont écouté. À ce moment-là, le message passe. Alors, quand on vient nous faire croire que l'enfant est roi au Québec, allez vous rhabiller, pour ne pas dire vous torcher. Alors, les choix qui ne mènent à rien, est-ce que c'est qu'on n'a pas été aidé dans la réflexion? Parce que ça veut... Pierre, à 15 ans, tu peux être guidé dans une réflexion. Tu utilises le mot, je veux pas être tatillonneux, Janine, te dire, est-ce qu'on n'a pas été aidé? Non. C'est rare qu'on a besoin d'être aidé dans une réflexion, Janine. Bon, quand je dis ça, c'est des parents qui vont voir chez leurs enfants, ou chez leur adolescente, par exemple, qu'elle a des aptitudes pour les arts. Et la petite fille, elle veut aller dans autre chose, sans imposer. C'est alimenter la réflexion. Je devrais dire ça, c'est plus précis. Non, les enfants n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'alimenter la réflexion de nos enfants. Tout ce qu'on a besoin de faire comme parents, c'est d'être facilitateur. Pas besoin d'alimenter la réflexion. C'est parce que, Janine, quand tu dis des choses comme ça, c'est tellement près du dirigisme intellectuel que ça n'est épeurant. Tu comprends ma Tu vas acheter une boîte de pastels de qualité puis tu l'apportes. Ça peut t'aider si l'enfant a des talents en ce sens. Permettre à l'enfant de se sonder, Pierre, pour faire des choix. C'est ça? Pardon? Permettre à un enfant
permettre à un être humain, quand il est enfant, de se sonder. À ce moment-là, il va être capable de faire des choix qui vont correspondre à ce qu'il est. Ouais. Se sonder, explorer, essayer, expérimenter, sont toutes des attitudes à promouvoir. Alors, on est bien loin du père sévère de tout à l'heure, le petit clin. Là. Oui. Tu comprends-tu? Oui. Mais ça, c'est pas compliqué. On va permettre à un enfant d'explorer son environnement, essayer, faire des petites expériences. Et il est où le niveau de complication, là? Il n'y en a pas. Hein? Et C'est trop simple, c'est niaiseux? Bon, explorer, expérimenter, Pierre, Est-ce qu'il y a des mères au Québec qui sont capables de simplement faire ça? Est-ce qu'il y a des pères aussi qui sont capables de se rendre un peu disponibles pour permettre à l'enfant de se sonder, explorer, essayer, se découvrir ce qu'il aime moins, ce qu'il aime plus. Il peut avoir du talent. C'est pas parce que quelqu'un a du talent en musique qu'il doit nécessairement devenir un musicien. Mais ça peut être tu peux avoir du talent en musique et devenir un ingénieur. Tu peux avoir du talent en musique et devenir un biologiste. Hommes et femmes, quand je dis un, là, s'il vous plaît, là, je ne commencerai pas à dire à chaque fois un et une, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Donc, c'est ça le rôle du parent. De fond, ce serait ça. Avec l'affection. Toujours comme vous dites. Alors, on parle à Pierre. Un autre Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Vous m'entendez bien? Oui. Le docteur venait de couvrir les quelques points que j'avais dans l'idée de vous parler, là. Répétez-les. Sonder, moi, j'ai plutôt dans l'idée, expérimenter et aussi permettre aux enfants de se casser la gueule de temps en temps. Ouais, de se casser la gueule. Dans ce sens-là, c'est peut-être pas littéraire, mais je veux dire... Oui, expliquez-vous. L'expérience que l'enfant peut expérimenter, c'est pas seulement couronné de succès, ça, là. C'est ça. Mais parce que moi, je constate à maintes occasions, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui mettent des règles. Ils vont dire aux enfants, non, fais pas ça parce que ça marchera pas ou t'es pas bon là-dedans ou quelque chose dans cette nature-là. Oui, je comprends. Et c'est important. Le point que vous venez de mentionner est important. Vous dites qu'il y a beaucoup de parents qui mettent des règles. Oui. Et eux, ils décident que l'enfant ne sera pas bon là-dedans. Exactement. Et ne permettent pas à l'enfant d'aller tenter cette expérience-là et découvrir ses limites. Alors, j'aime mieux utiliser découvrir ses limites que l'expression se casser la gueule. Ce n'est pas parce qu'on découvre nos limites qu'on a vécu un échec ou qu'on s'est cassé les dents. L'échec fait partie de l'expérience de temps à autre. Oui. Je ne peux pas le refuter. Ce que vous voulez dire, c'est pas un changement de sujet, mais je pensais à vous hier, Doc, il y a un nouveau... Allez-y, lâchez-vous. Non, ça me fait rire. Je vous écoute sporadiquement à cause de mon emploi. J'ai pas toujours accès à une radio. Mais hier, il y a un nouveau programme sur les ondes. Je crois que c'est A&E, Arts and Entertainment. Je sais pas si vous... Oui. Et ça s'appelle Intervention. C'est en gros ce que c'est qu'ils vont suivre un individu qui a un problème spécifique. Exemple, une personne qui a un problème de drogue. Et puis qu'il est vraiment, il est rendu au fond du baril. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un groupe d'amis se regroupe et puis ils font une intervention, puis ils envoient le type ou la fille là, dans un endroit pour faire une cure. Oui. Et hier, je pensais à vous parce qu'il y avait cette jeune fille-là qui, elle, avait un problème. Ce qu'elle faisait, elle se mutilait, elle se coupait. Oui. Et puis, évidemment, on chemine dans l'émission, puis ils nous font voir les parents, les amis, puis tout. Là, je pensais à vous, puis je riais de ça dans le salon. Ma femme riait de moi, parce qu'elle dit, vous épais, qu'est-ce que tu fais, tu ris? Je dis, non, je pense au Doc Mayou. Je sais pas c'est qui le Doc Mayou, parce que c'est une anglophone, donc elle n'a aucune idée de quoi je parle. Et puis, en fait, je reviens. Et puis, le type, c'est qu'ils mettaient la caméra sur le père de la jeune. Et puis, c'est un de ces illuminés-là que, oui, mais Dieu va te guider et Dieu va s'occuper de ton problème. Vous voyez le genre, là? Oh. Allah! Non, on s'en remet à Allah. Allah des westerners, que j'appelle. C'est la volonté d'Allah. Il n'y a rien à voir de quoi. C'est pas de ma faute, Allah l'a voulu. Et puis en plus... Dieu va y pourvoir. À 2 occasions dans l'émission. Oui, il y a des plus vieux qui l'ont entendu, celle-là. On se forcera pas le derrière, Dieu va y pourvoir. Docteur Mayou, calmez-vous. Oui. Bon. Et puis, il disait, à 2 reprises dans l'émission, la fille se tourne vers le père et lui dit, tu sais, papa, si tu me parlais de la manière que maman me parle, comme je t'aime, puis je vais t'épauler, je vais t'appuyer, et puis je vais faire tout ce qui est possible pour t'aider. Il dit, ça serait pas pareil.
Puis le bonhomme, il est assis dans le coin avec son sourire niaiseux, là. Il dit, oui, mais si Dieu le veut, et puis avec l'aide de Jésus, peut-être nous parviendrons. C'est là que, c'est pas drôle, mais je riais. Oui. Et puis, alors, le type, l'homme, une espèce de guenille, hein? La tribu s'étend au sud, à l'est et à l'ouest aussi, pas seulement qu'au Québec. Ah, ben d'accord, j'ai pas de problème avec ça, mais je connais bien celle du Québec, moins celle d'ailleurs, là, j'ose pas trop en parler. Ouais, moi, je demeure en Ontario, là, et puis il y a beaucoup de similarités. Oui, oui? Attendez un peu, à quelle place en Ontario? Ottawa. Ah, vous appelez d'Ottawa? Ben, c'est une ville limitrophe, j'appelle de Gatineau, mais je travaille à Ottawa, et puis je fréquente plus souvent les Ontariens que les Québécois, et puis... ça se ressemble, d'une certaine façon. Ouais, c'est similaire pas mal, et puis ce que vous renotez, les traits de caractère de la tribu, mais la tribu ontarienne est assez similaire, je veux dire. Vous la connaissez mieux que moi. Oui. Alors, je vous laisse là-dessus, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, Pierre. Félicitations à votre émission, c'est très intéressant. Merci. Au revoir. Beaucoup. Alors, le point que soulève Pierre, c'est les parents qui vont toujours dire à leurs enfants de se casser la gueule. L'intention de fond, c'est de protéger les enfants, mais ça les brime. Ça les stoppe. C'est que, il y a tellement, écoute, il y a tellement d'attitudes fallacieuses, mauvaises, malsaines, qui sont faites, qui sont déployées au nom de la protection de l'enfant. Ça, c'est assez particulier aussi. Il y a une puissante réflexion à faire dans la tribu là-dessus. Au nom de la protection de l'enfant, écoute, là, les maudits cases de sécurité, puis la sécurité, puis la sécurité, puis la sécurité, l'enfant, il devient névrotique, et puis à le sortir, là, il dit, le ciel va me tomber sur la tête, tu sais, j'ai pas mon casque, j'ai pas mes mitaines, j'ai pas mes genouillères, j'ai pas mon fessier. Ils finissent par avoir peur de tout. Alors, Janine. Ouais, il faut vraiment mettre pédale là-dedans. C'est sûr que de temps en temps, il y a un enfant qui va se buter en bicycle. Ben oui, puis il va se cogner à la tête. Eh oui, ça va arriver. Alors, on va maintenant au propos de Catherine. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Bonjour, Catherine. Je suis très nerveuse. En quel honneur? Parce que le courriel là, du début, c'est moi. Oui, Catherine. Bon, OK, c'est bien. J'ai changé mon nom, là, par exemple. Oui, c'est correct. Mais fait que c'est ça, alors... Mais qu'est-ce qui vous rend nerveuse par rapport au courriel du début? Ben, parce que ça m'interpelle. Ben, c'est le vôtre. Ben, c'est ça. Ah, OK. Oui. 2 diplômes, 2 bacs. Oui. Est-ce que vous expliquez tout ça? C'est ça. Les 2 enfants, on retourne au travail. Oui. Et moi, là, j'avais jamais travaillé, là. Alors, j'ai trouvé ça assez rushant. Oui. Et puis là, ben, je me retrouve aujourd'hui avec finalement pas grand-chose, là, à me mettre... comment je dirais ça? J'ai pas vraiment de sujet, là, ou de balise sur quoi m'en aller, là. Et vous avez 35 ans? Oui. Très instruite? Assez. Mais perdue. En plein ça. Est-ce qu'on pourrait dire que votre bateau est muni de puissants moteurs, de très bonnes hélices, mais absence de gouvernail? Oui, ben qu'il n'a jamais été sur l'eau. Encore? Il s'est même pas rendu. Il est encore? En quelle sèche? En quelle sèche, Catherine? Pardon? En quelle sèche? Oui, c'est ça. Sur la berge. C'est ça, j'ai vraiment l'impression que j'aurais pu faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais vous auriez pu aller quelque part avec votre bateau. Ouais. Malheureusement, il est échoué sur la berge. C'est intéressant. En quelle honneur qu'il est échoué? Mais bonne question. Parce que j'ai pensé pas mal à tout ça, là. Oui. Et puis, j'essaye davantage de me tourner vers des solutions. Non. Mais... Non, Catherine. Non. À ce stade-ci, là, d'après ce que je comprends de votre problème, non, c'est pas vers les solutions qu'il faut que vous vous tourniez, mais vers la compréhension de ce qui est arrivé. Oui, mais c'est parce que j'arrive pas. J'ai beau tourner, puis je trouve pas. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'il faille tourner notre regard vers ailleurs. Oui, c'est un fait, hein. Hein? Oui. Parce que votre inconscient ne veut pas le voir, probablement. Et je le comprends. Parce que ça va faire mal de regarder comment se fait-il que votre bateau soit échoué sur la berge. Donc, puis je pars comment avec ça, moi? Qui l'a échoué? Qui a refusé qu'il aille à l'eau, puis l'a échoué solide? Ben, c'est ma mère. Racontez. Pardon? Racontez. Mais j'ai pas grand-chose à raconter, là, je sais pas... Mais vous le dites spontanément, par exemple. Pourquoi vous dites? Ben, parce que dans les 2 parents, c'est probablement...
comment je dirais ça, là? Le parent que j'ai pas eu, finalement. C'est-à-dire, expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous êtes orpheline de mère? Ben, je me sens comme ça, oui. Oui, je me sens comme ça. J'en ai une, mère, là. Vous en avez une? Oh, oui. Mais de quoi avait-elle l'air à l'époque? Bête. C'est-à-dire? Ben, un ton de voix qui est bête. Tu sais, comme tout le temps à l'air fâché, là. Ah, oui. C'est à peu près ça, là, qui me revient, là, de plus choquant, là. Mais ouais. Oui, puis ce que ça vient faire, ça? Un ton de voix. Les auditeurs, ils nous disent, ben voyons, elle est donc bien fragile, elle. Oui, je m'en doute. OK, mais expliquez-nous plus ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est important, ça. Continuez votre réflexion. Ton de voix, elle avait l'air fâchée. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, pour vous? En quoi c'est pertinent? Ben, j'imagine que quand on est jeune, ça peut être blessant. Oui, expliquez-vous. Ben, en principe, on fait supposer d'avoir une mère agréable. Une mère agréable? Non? Oui, tout à fait. Une mère agréable, une mère accueillante. Oui. Hein? Ça a eu quoi? Quand, avec son ton de voix et son air fâché, quel comportement, comment avez-vous réagi à ça, vous, quand vous étiez petite, pendant plusieurs années? Ah, je rouspétais. Oui. Elle aimait pas ça. Je me faisais dire que j'étais polissonne. Oui. Ou, on sait bien, t'as toujours raison. Oh, t'as toujours raison. Ouais. Ça choquait. Oui. Oui. Elle vous traitait de polissonne, elle vous traitait de t'as toujours raison. Oui. Alors, elle utilisait vos atouts pour vous dénigrer. N'est-ce pas? Ça se peut. Elle utilisait votre intelligence vive pour vous faire passer pour une enfant non reconnaissante. Oui. À part ça. D'autant plus que j'ai été adoptée. Alors... ouais. Accueil de départ, mais accueil contredit par la suite, hein? Accueil parfait, mais froideur assurée. Ouais. Froideur assurée. Et ça a eu quoi comme conséquence sur vous, ça, cette froideur-là? Le ton de voix, l'air fâché, la froideur assurée, le manque d'accueil? Ben, c'est pas agréable, ça, c'est sûr. En plus, qu'est-ce que ça a eu comme... C'est ça que l'exercice que je vous suggère. Oui, je m'en doute. Oh oui. Vous êtes assez brillante pour me voir venir. Alors, puis il n'y a pas de cachette, c'est ça l'exercice qu'il faut faire. Parce que Pierre... Qu'est-ce que ça a eu? Quelles ont été toutes les conséquences sur votre développement de l'attitude fermée, de non-accueil de votre mère? Ben, j'ose pas avancer. Entre autres, oui. Parce que faut dire une chose aussi que... Ce que j'aimais pas, c'est que... Elle avait toujours comme le don de toujours penser à ma place. Oui. Et j'avais beau lui dire, elle persistait quand même. C'était pas, j'ai pas été violentée, rien de ça. On a très bien compris. Une bonne mère québécoise, comme il y en a beaucoup, ne sont pas toutes comme ça. C'est un modèle largement répandu, ça. Elle ne voulait pas que vous développiez. Moi, je pense que je l'ai compris, là. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'avec ça, je vais où? Oui, attendez, continuez. Non. Avant de vous demander je vais où, là, continuez à examiner tranquillement, OK, l'impact qu'elle a eu sur votre développement. À mon humble avis, on ne peut pas passer aux côtés de ça. Alors, OK? un petit bout, Catherine, puis vous verrez. Pas de rappeler dans quelques temps. OK? Bye. Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Pierre, oui. Elle l'avait écrit. Catherine, tantôt, l'espèce d'analyse a dit je me sentais épiée dans son milieu de travail. Elle dit j'avais pas d'alliés. C'est exactement ça. Elle n'en a jamais eu du côté de sa mère. C'est tout ça qui ressort clairement. L'analyse est bonne, mais avant de l'intégrer, c'est nos paires de manches. C'est ça. Hein? Non, mais c'est pas facile de voir, d'examiner toute l'influence négative qu'a eu quelqu'un sur notre développement.
ça prend pas 2 minutes, là. Faut laisser décanter, puis c'est une introspection qui est assez laborieuse. C'est lent. Ça va pas vite. De temps en temps, il nous viennent des idées. Puis on se demande si. Comprends-tu? Suggériez-vous, dans des cas comme ça, Pierre, d'écrire? Au moins avoir l'impression qu'on avance. Oh, non. Il n'y a pas de... Ça a été essayé en masse, ça. Je suis pas sûr. J'aime beaucoup mieux la spontanéité, soit de l'émotion ou de l'idée, que d'écrire. La bulle qui éclate, puis tu vis avec ça pendant 2-3 jours, puis bon, OK. Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'avec la réalisation, tu sais, ou certaines idées qui vont venir lorsque, par exemple, sa mère la traitait de polissonne, t'as toujours raison, elle la dénigrait, elle utilisait son intelligence pour la dénigrer, il y a une douleur associée à ça. Et là, une fois que l'idée, la pensée vient à l'esprit, dans les jours suivants, il y a souvent une émotion, une tristesse, un grand vague à l'âme qui peut se manifester. C'est ça qu'il faut accepter de laisser monter à la surface. Et ça, comme tel, tranquillement. Tu sais, on le subit, puis on... C'est comme des petites libérations. Oui, autant de petites libérations qui conduisent, là, c'est ça qu'on appelle la catharsis, espèce de libération lente, là, de l'émotion refoulée. OK. Faire des choix. Vous sentez-vous équipé pour faire les grands choix de votre vie? On va la tourner comme ça, la question. Est-ce que vous vous sentez équipé? Parce qu'il y a des choix qui ont des conséquences. Alors, on parle à Hélène. Bonjour, Hélène. Bonjour à vous deux. Alors, bonjour, Hélène. Bonjour. J'avais aucune idée, je vous appelle aujourd'hui. Oui, vous êtes toujours là, Hélène? Oh, oui. 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 Bon, moi, je reviens effectivement d'une fin de semaine, mettons, de réflexion. Il y a à peu près 2 ans, j'ai fait partie il y a il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, du lot hospitalier où on a poussé les gens de 50 ans et plus à l'extérieur. Et les infirmières? Moi, j'étais en administration. OK. Alors, on m'a poussé très fort au point que la pression a été que j'ai dit, bon, je me retourne de côté et je vais essayer de réaliser certains rêves, certaines choses que, bon, la vie ne m'avait pas permis de faire avant, l'éducation des enfants que j'avais élevés seul, plein de choses. Et je me suis partie un petit commerce. Un petit commerce très intéressant. Il va avoir 2 ans. Effectivement, dans quelques semaines. Et disons que le commerce est parti bien, mais assez difficilement. Il y a eu quelques problèmes sur la bâtisse où mon commerce est situé. Qui ont fait que j'ai perdu environ 6 mois de revenus pendant les 2 premières années, ce qui veut dire à peu près 1 an sur les 2 ans de revenus. Ce qui est arrivé, c'est, les briques ont tombé sur une bâtisse. De la bâtisse principale, le commerce a été fermé 3 semaines le temps des fêtes. La première année. La deuxième année, on a défoncé la vitrine de mon commerce avec une masse pour changer la vitrine de l'entrepreneur. Ce qui a causé encore des dommages à l'intérieur et que j'ai dû fermer pendant 3 semaines à peu près. Maintenant, je suis encore en train de remonter le fait de la poussière. Je dois dire que, pour faire vivre ce commerce-là, je dois travailler aussi ailleurs. Oui. Alors, je travaille de nuit. Et actuellement, je suis en remise en question. Ça fait tout ça, puis je regarde ce qui se passe, mais je dois dire que ce que je trouve difficile autour de ça, c'est la pression des gens proches de moi qui me mettent une pression à fermer ce commerce-là. Mais pourquoi vous presse-t-il de fermer le commerce? Bon, parce qu'ils trouvent que c'est aberrant que je travaille de nuit et de jour. Moi, je me plains pas parce que, je suis capable de gérer ça pour le moment. Je ne travaille pas cette nuit. Oui, Hélène, qui met de la pression? La pression des gens, habituellement, c'est une couple de personnes. Pardon? Vos enfants? Mes enfants et mes amis. Oui. À un point, mes enfants ne vivent plus avec moi. D'ailleurs, ils sont mariés. Ils vivent ensemble avec des gens, là, quand même. Ils sont tous les deux accompagnés. Mais de quoi se mêle ce monde-là? Là? On est bienveillant à votre égard? On veut votre grand bien? C'est ce qu'ils disent. On veut préserver votre grande santé? C'est à peu près ça. Et on me met une pression suffisante à me dire, même dernièrement, on ne parlera plus ou on fera plus d'activité à moins que tu cesses tes affaires, puis qu'à ce moment-là,
soient vraiment disponibles. Et ça, j'ai trouvé ça très, très blessant. Oh. Parce que vous aimez ça? Vous aimez ce que vous faites? J'aime ce que je fais, je sais que... Attendez, là. Les enfants de quel sexe qui vous ont dit ça? Les deux. D'ailleurs, mon fils ne me parle pratiquement pas et c'est ma fille qui m'a dit ça aussi. C'est votre fille? Oui. Oh. Et j'ai trouvé ça beau. Je sais que dans... Mais oui, mais c'est une Québécoise. Qui a quel âge maintenant, votre fille? Elle est dans la trentaine? 26 ans. 26 ans. Oh. Le problème, c'est que, savez-vous quoi? C'est que ça le fait remonter. Oui, mais elle est en train d'épouser son rôle de Québécoise. Mais ce que ça le fait remonter, je pense que... Moi, je pense que je me bats pour partir cette entreprise-là parce que j'ai manqué beaucoup de confiance en moi étant jeune. Oh, oui. On m'a bien tapé dessus, puis là, c'est comme je ressens que je revis les mêmes choses. Oui, c'est la névrose. C'est peut-être pas vraiment à ma fille. Oui, votre névrose familiale remonte à la surface. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Effectivement, c'est un peu ça. Hein? Les vieux conflits. Les vieux conflits enfouis avec la bonne femme et le bonhomme qui remonte à la surface. Et que là, finalement, je suis obligée de faire face. Avec un petit phénomène de transfert sur la fille, qui, elle, est une bonne Québécoise, probablement comme vos parents étaient. Oui, je pense simplement que, bon, elle ne comprend peut-être pas la passion que j'ai pour ça et les efforts que je fais. Eh non, regardez, non, c'est pas une question de compréhension. C'est comment se fait-il? Comment expliquer que votre fille soit si peu respectueuse envers sa mère? C'est un peu ça que je me demande aussi. Écoutez... 4 jours, j'ai même fermé mon commerce parce que j'avais envie de prendre de l'air, parce que pour moi, ça, c'est très, très difficile. Est-ce qu'elle a des enfants, votre fille? Oui. Elle a 2 enfants? 2 jeunes enfants. Est-ce que c'est qu'elle manque d'une gardienne? Pardon? Est-ce que c'est qu'elle manque d'une gardienne? Parce que vous avez parlé de disponibilité. Non, elle ne travaille pas. Elle est à la maison? Oui. Non, mais, Hélène, Janine fouine du côté de l'intérêt. C'est quoi son intérêt à votre fille de 26 ans? Vous contrôlez? Vous utilisez pour se faire torcher? Je pense même pas. Honnêtement, je pense pas que c'est ça. Honnêtement, peut-être que je suis... Non, parce que... C'est simplement une bonne Québécoise contrôlante, comme il y en a tant? Je pense qu'elle m'a vu beaucoup travailler pour les éduquer, puis toujours beaucoup travailler dans ma vie, puis que là, elle pense que ça serait mieux autrement. Hélène, permettez-moi d'avoir des gros doutes sur ce que vous venez de dire. Permettez-moi de douter de sa grandeur d'âme. Je sais que ce qu'elle a fait là, même si c'était basé sur ça ou autrement, je sais que moi, ça a fait revivre l'autre. Puis savez-vous quoi? Ce que j'ai peur des fois, si je me demande si je me donne la permission de réussir ce commerce-là, parce que tout me tombe dessus depuis quelque temps. Puis là, je me dis, il faut que je m'en sorte parce que je l'aime beaucoup, je travaille fort, et je veux que ça fonctionne aussi. J'ai des chances que ça fonctionne aussi. Mais avez-vous une vie sexuelle active? Bon, pas extraordinaire ce temps-ci, je dois dire. Vous savez, Hélène, je n'ai aucun problème au fait qu'une femme canalise sa libido non exploitée dans le travail. J'ai pas de problème avec ça. C'est peut-être une dimension qui manque à votre fille, là, qu'elle n'a pas compris, mais au lieu de vous ronger les seins à la maison, il y a des femmes qui ont du drive, qui ont une forte libido, puis elles peuvent très bien le canaliser dans le travail. Puis je peux vous assurer que c'est pas ça qui rend une femme malade, hein? Non, mais savez-vous quoi, moi, dans le fond, c'est bon, si j'avais le choix, j'aurais pas 2 emplois. C'est parce que mon commerce n'est pas vraiment parti, j'ai encore d'investissement à faire. Et j'ai parti ce commerce-là avec 100 $ en banque, je dois dire. Je suis très, très parti avec très bas, là. Je suis parti. Hey, à l'âge que vous avez, là, prenez vos décisions puis vivez avec. C'est de valeur que votre fille soit mal éduquée comme ça, culturellement. Puis je suis pas sûr que c'est à cause de vous. C'est qu'on n'éduque pas les fillettes au Québec au respect de l'autre et des autres. J'ai hâte qu'on conscientise ça. Les fillettes sont mal élevées au Québec. Mais, Hélène, vous étiez chef d'une famille monoparentale? Oui. Tout le temps? Quand même, quand les enfants étaient tout petits, vous étiez seule? Mon fils, quand mon conjoint est parti, ma fille avait 5 ans, mais mon fils avait près 11 ans. Puis on les cite, elles sont irrespectueuses et on va même jusqu'à les citer en exemple. Mais ça va là. Il y a une influence culturelle très pernicieuse là ici. Mais Pierre, dans une famille monoparentale, est-ce que, à un moment donné, les enfants prennent pas soin parce que l'espèce d'identité familiale, ça devient mêlé comme rose, donc, en tout cas. Hélène... Non, votre fille est une bonne Québécoise. Ramenez-la à l'ordre un petit peu gentiment, mais mettons tes affaires là. OK? Éduquez-la, parce qu'à 26 ans, elle est encore jeune. Bye! Alors, vous sentez-vous équipé pour faire les bons choix, les choix qui sont importants dans la vie, des choix qui ont des conséquences? On va du côté de Maya. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Maya. Bonjour, moi c'est... premièrement, je dois vous remercier pour votre émission. Ça donne vraiment un bon coup de main.
Et puis, je vous écoute depuis longtemps, mais c'est la première fois que je vous écoute. Et puis, c'est l'appel du garçon, du monsieur tantôt qui a appelé, qui avait 21 ans à l'époque, et puis qui sortait avec une fille de 15 ans. Moi, j'ai fait le choix, moi j'ai 24 ans, j'ai fait le choix de vivre avec un homme de 33 ans plus vieux que moi. Ça fait 6 ans. Et puis, j'ai décidé de pas d'avoir d'enfant avec lui pour différentes raisons. Oui. Premièrement, une bonne évidente, c'est que... Attendez un petit peu pour qu'on vous suive bien, Maya. Vous aviez 18 ans. Oui. Et à 18 ans, vous avez fait le choix de vivre avec un homme qui avait 33 ans de plus que vous. Oui. C'est ce que je comprends? C'est ça. Continuez. Bon, c'est ça. Alors là, j'ai décidé présentement de pas avoir d'enfant, à moins vraiment qu'il y ait une bad luck, mais tu sais, on se protège vraiment bien. Oui. Pour les raisons que je trouve qu'il y a une trop grande différence d'âge, puis peut-être que ça pourrait être pas bien pour éduquer l'enfant. Et puis, deuxièmement, que je pense pas que je suis vraiment, personnellement, avoir reçu les outils pour en élever vraiment bien. Puis c'est ça, dans le fond, fait que je continue d'aller à l'école, je me mets vraiment à fond dans mes études, puis à gagner les sous pour réussir à payer ça. Oui. Fait que je me sens un petit peu bizarre dans cette situation-là parce que je suis bien, tu sais, mais je me sens parfois un petit peu hors contexte, je sais pas si... hors norme. Hors norme, c'est ça. Puis je me demandais, est-ce que ça peut arriver que ce genre de choix-là, ça soit bon, ça soit convenable? Tout à fait, Maya. Tout à fait. Surtout si elle est bien. Aucun problème avec ça. Okay. Alors, c'est pas juste une question d'âge ici, là. Mais vous aviez 18 ans et non pas 15. Ouais. Hein? Et ça a été votre choix. Lequel? Qui a attiré l'autre? C'est les deux. Bon. Parce que lui, il était pas disponible à l'époque. Il avait une blonde. Puis moi, j'avais pas de chum, sauf que ça a pris comme 1 an et demi de fréquentation pour en arriver à ça, la première fois qu'on s'embrasse, au fond. Oui. Et puis, c'est vraiment, d'un côté comme de l'autre, on pense pas qu'on s'attendait vraiment à ça, bien qu'à un certain moment donné, il y avait une certaine attirance là, qui est venue d'un côté et de l'autre. Et que trouvez-vous de particulièrement satisfaisant dans cette relation-là? Qu'est-ce que je trouve de satisfaisant? Oui. Ou d'épanouissant? D'épanouissant. Moi, j'ai été exposée durant mon enfance et adolescence à des situations qui m'ont fait devenir mature très rapidement. C'est-à-dire? À l'âge de 9 ans, mon père, il nous a mis dehors, moi et ma soeur. Ça fait pas maturer aucun enfant. Continuez. Mais je vais poursuivre. Oui. Puis ensuite de ça, on s'est retrouvés toute seule avec ma mère. Puis ma mère, c'était un petit peu le genre de femme qui pleurait tout le temps. Alors, c'est comme moi qui disais, mettons, à l'âge de 10 ans, à quelle heure fallait aller se coucher. Ou j'arrivais à la maison, puis ma soeur était handicapée. Oui. Et mettons, on pétait une crise. Alors là, je trouvais ma mère cachée en sang quelque part, puis moi, j'étais la seule que ma soeur écoutait. Bon. Fait que ça porte à devenir... Non, c'est de la pseudo-maturité, ça, Maya. Okay. Et je comprends très bien, vous savez, vous avez la chance, puis le type que vous avez rencontré, votre partenaire, il est fin avec vous? Ah, vraiment fin, oui. Alors, à l'intérieur de cette gentillesse-là, vous avez des chances de revenir en arrière et de reprendre, de revivre ce que vous auriez dû vivre, que vous n'avez pas vécu. Okay. Parce que votre père n'était pas là, puis votre mère était une lâche. Oui, ça, c'est satisfaisant. Oui. Bon. Oui, je trouve ça dans un contexte. Écoutez, il y a pas de... Les relations qui sont satisfaisantes, là, il y a des raisons. Elles sont de différents ordres. Et vous, si ça vous permet de grandir dans cette relation-là, on est bien content. Que vous soyez dans la norme ou hors norme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous y trouviez votre profit. OK. Oui, vraiment. Et puis ça s'arrête. Je vais te donner un exemple. J'avais beaucoup de colère en moi. Puis souvent, quand il se passait des petites choses entre nous, ça débordait tellement que là, je voyais plus clair. Puis tout ce que j'avais comme vécu, on peut dire, ça revenait. Puis j'étais vraiment agressive. Je pouvais défoncer des murs. Puis, tu sais, cette personne-là,
a eu la patience, vraiment la gentillesse de tolérer ça, de vous apprivoiser, de vous amener à apprivoiser l'affection que vous n'aviez jamais eue. Alors, il y a toute une série d'effets de retombées positives qui peuvent survenir. Parce que le bonhomme, il n'est pas pressé, il a 57 ans, il connaît un peu le tabac, alors il est capable d'être patient, il vous saute pas dessus, il vous bouscule pas. Non. Alors, il vous permet d'apprivoiser l'autre, d'apprivoiser l'affection, d'apprivoiser l'intimité, d'apprivoiser le rapprochement. Ben, c'est sûr, il y a des relations comme ça qui peuvent être absolument excellentes. C'est une grande chance. C'est une grande chance. Vraiment. Dans certains cas, ça peut être une chance unique. Oui. Alors, et lui, quel est son intérêt à vous fréquenter? Son intérêt, on a plusieurs points en commun. Son intérêt à lui? À lui? Son intérêt à lui. C'est sûr que je vous demande de parler pour lui, c'est pas facile, là. C'est sûr qu'il faudrait... La meilleure personne pour y répondre, c'est lui. Très bien répondu. Mais elle peut avoir une interprétation, par exemple. Oh, c'est difficile, c'est pas évident. Je vous ai demandé une colle, puis vous en êtes bien sorti. Merci beaucoup, Maya. Okay. Bye. Oh, non, on n'aura pas le temps vraiment, parce que les informations... OK. Alors, c'est ça, Pierre. Comment vous appelez ça, vous? Récupérer, comment t'appelles ça? Une expérience salvatrice. Oui. Vous avez un terme pour ça. Une expérience de réparation. C'est ça. C'est une expérience de réparation, puis c'est une occasion. Tant mieux pour elle. Mais elle est en train de le vivre et il semble-t-il que ça fonctionne. C'est correct. Mais pourquoi est-ce qu'on vous dit ça, Pierre? Parce qu'on n'est pas dans la norme. Quand tu es hors norme, que tu fais de mal à personne et que ça fait plutôt de bien, ça devrait être un bon indicateur, ça. Oui. Tu sais, tu te dis, bon, les autres vivent pas comme moi, je fais pas de mal à personne, je continue, puis je reste sourd aux commentaires. Ouais. Alors, on comprend mieux ce qui arrive, c'est qu'on comprenait pas tellement le comportement humain. Et vu de l'angle où Mayol l'a présenté, ça devient beaucoup plus acceptable. Oui. Tu comprends? Absolument. Alors qu'avant, les connaissances intimes de la psychologie humaine n'étaient pas bien fortes. Là. Le monde 40 ans en arrière au Québec, là, ça fait des ticlins, là, il y en avait pas mal. Donc là, on commence à être un peu moins ticlin. On a eu la télévision, on a des émissions, comme la note. Tu sais, on découvre un peu l'être humain, puis on dit, oups, il y a toutes sortes de raisons, puis les motivations, conscientes, inconscientes, les intérêts. Oui, puis on dit, oups, ça fait peu, on va nuancer. Et ça avance à petits pas. Alors, toutes ces relations-là ne sont pas nécessairement des relations d'exploitation. Vous sentez-vous équipé pour faire des choix importants, des choix de métier, des choix de grandes études, des choix de conjoints-conjointes? Pourquoi, sinon, c'est difficile? On parle à Luc. Bonjour, Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Je suis pas habitué de téléphoner. Moi, j'ai une difficulté là qui me semble majeure parce que j'ai consulté beaucoup. J'ai dépensé 40 000 $ en consultation, justement. Et puis, j'ai conscientisé là, tout ce qui était par rapport à la mère, tout ça. Puis je vous écoute, puis tout ça, puis c'est conscientisé. Et j'ai l'impression dans ma vie que je vais passer le reste de ma vie à écurer la merde de mes parents. Et puis en thérapie, je veux dire, on découvre beaucoup de choses là. J'essaie d'être responsable et tout ça, puis j'ai l'impression que dans tous les domaines de ma vie, puis quand je dis tous les domaines, ça peut être monétaire, au niveau des amis, au niveau des relations intimes aussi, là, tout coule à flot. Je pensais qu'une thérapie, c'était le plus beau cadeau que je pourrais avoir de ma vie, mais j'ai l'impression que je suis pris avec j'ai beau accepter l'état de conscience, mais je bouge pas, je paralyse maintenant. Là, je suis rendu dans un état où je suis complètement paralysé, je ne sors plus. Je fais plus rien parce que de toute façon, tout est œuvre de l'inconscient. Si je me fie aux thérapies, il y a pas une plage où je peux faire de bons choix pour que je puisse nager en paix. C'est raide ce que je dis là, puis je trouve pas de réponse nulle part. Je vous écoute là, cette semaine parce que je suis en grève, je suis au retour aux études. Puis après 40 000 $ de consultation. Oui, madame. Oui, avec des experts, puis Ouais. Alors, Pierre. Luc, vous avez quel âge? 42. 42 malheureuses années avec beaucoup de talent.
mais qui ont jamais rien débouché. Puis là, je travaille, j'ai quand même aussi un emploi, là, mais je suis rendu découragé, je lâcherais tout ça là. Je suis incapable de me centrer, puis... c'est quoi l'histoire des 40 000 $ en consultation? En thérapie, là, je suis allé consulter, là, j'ai fait des thérapies en psychanalyse analytique. Là, de la façon dont vous parlez, là, je vous comprends très bien. À combien, attendez un peu, là, avant de comprendre, combien de sessions par semaine? Ah, la dernière que j'ai laissée, là, ça a duré 3 ans, été comme hiver. Raison d'1, parfois 2 par semaine, là. 1 à 2 sessions par semaine avec un psychanalyste? Oui. 1 à 2 sessions par semaine? Oui. Sur un divan ou en face à face? En face à face. C'était analytique. Là, en parlant de la mère, tout ça, puis je suis allé éplucher, puis voir jusqu'aux arrière-grands-parents avec tout ce que les pleurs et les manques et les bas et tout ça, là. Puis ça m'a épluché. J'avais des talents musicaux, puis on me les a. Je l'ai interprété sans doute comme ça, là. C'était comme si c'était de la fusion. Puis en tout cas, tout ce que j'avais fait là dans ma vie était condamnable et œuvre de l'inconscient, tellement que j'en étais arrivé à dire, aurait fallu qu'en sortant du ventre de ma mère, que je sois mon propre parent. C'est la conclusion finale. La conclusion finale, c'est ou la mère ou le fils meurt, mais les deux ne peuvent pas vivre. Puis quand je vous écoute, j'ai ce sentiment-là que un peut pas vivre sans l'autre. J'ai l'impression d'écurer la merde de mes parents, et j'aurai à le faire jusqu'à la fin de mes jours. Je suis rendu à 42 ans, je suis encore seul. Je comprends pas votre expression d'écurer la merde de mes parents jusqu'à la fin de mes jours. Dans le sens, l'œuvre de l'inconscient, je suis pas capable de me libérer de ça. Vous n'êtes pas capable de vous libérer de quoi? Me libérer là bon, ça peut être de la culpabilité de la mère. Ma mère a été abandonnée à l'âge de 13 ans, donc elle m'aurait passé son abandon, puis c'est la raison qui explique que je suis seul, puis que j'aurais des angoisses qui sont encore là, donc je me sens imparfait. Je suis pas sûr que la thérapie était bien efficace dans votre cas. J'en ai fait quand même plusieurs, là. Vous semblez être très expert dans le domaine de la rationalisation et de l'intellectualisation. Ah oui, j'ai lu aussi à travers ça pour essayer de me sortir le plus... Non, c'est que vos lectures probablement ont majoré vos mécanismes de résistance. Non, ça a renforcé tout ça, Pierre. Ouais, mais ça reste qu'on est coincé, là. J'ai pas de... Hey, Pierre, on continue avec Luc, hein? Ah oui, parce que quand tout est œuvre de l'inconscient, ça rejoint en Moses les propos de l'émission, là. Ça peut être décourageant. Luc, restez avec nous. Reposez-vous pendant la pause. Reposez-vous mentalement pendant la pause. Juste avant de continuer avec Luc, est-ce que les choix, vous êtes équipés pour les faire? Hein? Alors, c'est notre thème aujourd'hui, 790-0224, 1-800-667-5241. Luc, vous avez lancé une grande brique. Quand vous parlez des œuvres de l'inconscient qui guideraient tout, puis dans le fond, c'est plus fort que n'importe quoi par rapport au choix conscient. Savez-vous qu'est-ce qui me dérange dans votre histoire? Non. Savez-vous qu'est-ce qui me dérange? Pour quelqu'un qui a fait une thérapie psychanalytique, là, qui a dépensé 40 000 $ en consultation, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette thérapie-là, mais vous avez mentionné tout à l'heure, on parlait de la mère. Oui, je l'ai entendu parler pendant 15 ans. Pardon? J'en ai entendu parler pendant 15 ans. Par qui? Je veux dire en faisant la thérapie, là. Mais oui, mais ça n'a pas de bon sens ce que vous dites, là. J'en ai entendu parler pendant 15 ans. Mais j'en ai parlé aussi, là. Ah bon? Ah oui. Dans la thérapie, c'est l'intervenant qui parlait ou c'est vous? C'était moi. Quel était le pourcentage de temps que vous parliez dans vos thérapies? Je dirais c'est 60%. Puis des fois, c'était 80%. Ouais. J'en ai entendu parler pendant 15 ans. On parlait de la mère. Oui, c'est parce qu'elle devient comme, même si, comment je dirais, je suis conscient que j'ai pas eu la mère idéale, le père idéal. J'ai pleuré ça à la Alice Miller, mais tout ça, puis mais ça se dégage pas. Ce que ça fait comme effet, c'est que moi,
ça me fait comme un nuage de plus. Oui. Puis tout le temps de mon enfance, bon. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant votre thérapie, mais vous vous exprimez d'une drôle de façon, comme quelqu'un auquel ça n'a pas apporté grand-chose. Parlez-nous de votre père. Mon père, il est décédé il y a 17 ans. Ma mère était contrôlante. Luc, vous avez fait 40 000 $ de thérapie, là, je m'attends à autre chose de vous. Ramassez-vous. Ça se peut-tu qu'il soit tanné, Pierre? Non, il est pas tanné. Non, il a tourné en rond dans son caca. Quand je vous pose une question sur votre père, vous avez fait une petite phrase. Mon père est décédé, ma mère. La question, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le père? Il dit, parlez-nous de votre père. Vous avez fait une petite phrase. Mon père est décédé, et là, vous avez tout de suite enfilé sur la mère. Oui, parce qu'en thérapie... Est-ce qu'il est possible, je vais vous dire ceci, est-ce qu'il est possible que vous ayez utilisé votre mère comme paravent pour ne pas examiner quelque chose qui était peut-être plus profond? Ah, ça a été examiné. Mon père était absent, puis c'est la raison pour laquelle... Qu'est-ce que vous dites sur ce que je viens de dire? Que le père était absent. Qu'est-ce que vous dites sur ce que je viens de dire? Ce qui me renverse dans votre affaire, c'est que pour quelqu'un qui a dépensé autant d'argent pour autant d'énergie en thérapie, vous n'êtes même pas capable d'échanger. Vous n'êtes même pas capable d'entendre ce que l'autre dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette thérapie-là, là, mais ou bien c'est vous qui étiez dur de comprenure, ou c'était un intervenant qui valait pas cher, mais il y a quelque chose qui me surprend vraiment, là. Vous vous exprimez comme un novice total. Parlez-nous de votre père. Mon père était un homme absent. Il ne parlait pas. Puis il est décédé, il buvait dans les 2 dernières années de sa vie, puis il en est mort. C'est ça. C'est assez vide comme présence. Ah, ouais? Oui, monsieur. C'est tout ce que vous trouvez à dire sur votre père? Après 15 ans de psychothérapie? Là, j'y vais de façon brève. C'est ça, il était pas présent, il appuyait pas mes choix. Tout était correct pour lui, là, peu importe le choix. Puis j'ai été un enfant, j'ai pas fait de gaffe, donc j'ai pas été puni. J'ai semblé à mon regard d'enfant avoir eu une enfance normale, tout ça. Avec une enfance normale avec un père alcoolique. Attendez un peu, là, il a bu seulement les 2 dernières années de sa vie, là. Puis il n'y avait pas de bouteille d'alcool chez nous, ni de bière. D'ailleurs, je bois pas, je connais pas ça, l'alcool. Les 2 dernières années de sa vie, et moi je l'ai interprété comme étant un suicide de sa part pour se libérer de cette femme-là. Puis il n'allait jamais à l'hôtel. Puis il n'a pas fait de gaffe, il en est mort. 2,41 de whisky pur par jour. C'est aussi clair que ça. Puis je l'ai vu dépérir. Oui. Bon, Continuez. Je peux pas... Continuez. Oui, je peux pas aller plus loin. Oui, vous pouvez aller plus loin. Parce que la mode en thérapie, c'est la mère. Quand vous me reprochez, vous parlez comme un novice, je veux dire, quand on va voir un thérapeute, il devrait être capable de nous guider vers ce bout-là, mais il semblerait pas que... La mode en thérapie, c'est la mère. C'est la mère. Vous en parlez souvent, là, les premières années de la vie, comment c'est important. Donc, avec les thérapies que j'ai fait, c'était souvent la mère. C'est caricatural, votre affaire. Peut-être, mais c'est quand même l'expérience que j'ai vécue. Puis au Québec, quand on consulte, puis j'ai pas fait seulement, je suis allé voir... Continuez à parler de votre père. Mon père. Pour vous en parler énormément, il était silencieux. Il ne parlait pas. C'était la mère qui gérait à la maison. Vous l'avez dit, ça? Oui, je sais bien, mais je me souviens pas, par exemple. C'est incroyable. Je ne sais pas où est la faille. J'ignore où est la faille. Mais vous êtes comme un débutant qui a jamais fait un once d'introspection. C'est assez incroyable. C'est vrai, votre histoire, là, c'est assez renversant, merci. Vous savez, une psychothérapie, c'est pas une question de mode. C'est un... Hey, pouvez-vous écouter? Le thérapeute, il vous a pas habitué à vous taire quand c'est le temps?
Vous n'avez pas découvert ça? Oui, j'ai avalé, justement, là. Non! Vous comprenez rien. C'est drôle, je dis des choses simples, vous n'avez pas l'air à comprendre rien. T'allais dire, Janine, vas-y. Ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est cette piste-là, dans le fond? Qu'est-ce que tu ressens quand ton père est absent, quand ton père est nul? Ça doit laisser une impression. Oui, mais Janine, regarde, je comprends ta suggestion. Mais c'est pas une suggestion, j'essaie de saisir. Là. Je comprends ta suggestion, mais après autant d'heures en psychothérapie, je dois dire que... Vous êtes interloqué, mais oui. Je suis interloqué. Parce qu'il est impossible s'il y a eu un père, même quand il n'y en a pas, la présence du père, elle a un impact. C'est pathétique. C'est pathétique. Si c'est ça la conclusion, après votre 40 000 $ en consultation, là, c'est pathétique. De dire, la mode en thérapie, c'est la mère. Ben, c'est l'expérience que j'en ai fait. Comment se fait-il à ce moment-là? Est-ce que c'est au client d'arriver en bureau de consultation et de dire, là, il faut que je parle du père. Quand on va là, puis qu'on se retrouve pas, puis qu'on essaie de se centrer, ça devrait être au thérapeute de nous diriger vers là, comme vous semblez me le faire. Vous semblez avoir Luc, mon ami, on ne centre pas quelqu'un dans son cheminement intérieur. C'est du dirigisme de bonne femme. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Oui, mais quand on appelle, on cherche un psychologue qui est bon, il y a peut-être des Luc, arrêtez. C'est encore un autre échec de vie que de ne pas avoir été capable par moi-même de trouver le bon thérapeute au Québec. Attendez, grande trappe. Sarah Jean, Pierre. Grande trappe. C'est que lorsqu'on essaie de découvrir son intérieur, qu'on essaie de cheminer en dedans de soi, de découvrir son monde intérieur, on ne peut pas être dirigé. Ça ne peut pas être une mode. C'est pas ni la mode de la mère, ni la mode du père, ni la... C'est pas ça l'inconscient. Et c'est ça qui me renverse, puis je vous fais pas le reproche, qu'après autant de temps passé en psychothérapie, qu'il y a eu... Écoutez, le cheminement n'est pas fort, là. Hein? Qu'avez-vous découvert de vous-même? Vous pouvez répondre, Luc. Ah non, pour une fois qu'il réfléchit, là. Une autre œuvre de l'inconscient. Pardon, attendez un peu. Qu'est-ce qui vient de se passer en dedans de vous? J'ai l'impression qu'on veut me faire dire des choses qui sont pas là. En ce moment? Oui. Comment vous vous êtes senti pendant la période de silence? Ben, c'était vide parce que je trouvais pas de réponse. Est-ce qu'il faut absolument, parce qu'il y a un vide, qu'il y ait une réponse? Comment vous vous sentez lorsque vous vous sentez vide? Ben, c'est sûr que ça ramène l'abandon, ça ramène Comment vous vous sentez lorsque vous vous sentez vide? Je ne vous ai pas demandé ce que ça vous ramenait. Abandonné. Comment vous vous sentez lorsque vous vous sentez abandonné? Ben, on est seul. Je suis seul. Comment on se sent lorsqu'on est seul, on se sent seul? Ben, on est triste. Je suis triste. Bon, merci. C'est des choses que j'ai travaillées. Merci d'avoir accepté l'exercice, Luc. Comprenez-vous, là, où était le problème? Non. Vous comprenez pas, c'est que vous avez intellectualisé au niveau des pensées, des idées, mais les émotions n'ont pas suivi. Mais quand on touche les émotions, on dit, OK, je suis triste, je suis assis, et là, je serai triste jusqu'à la fin de mes jours, mais là, comment retrouver la joie? Non, attendez, les nerfs, on se calme. La facilité de trouver les causes, c'est toujours le fun. Non, laissez faire, c'est pas les causes, c'est les émotions qui sont importantes. Alors, je suis triste, on se quitte là-dessus. OK? Allez, bonne tristesse. Bye. Wow, Pierre. Ça fait tout un appel, je veux dire. Tu vois comment les thérapies peuvent être utilisées par l'inconscient comme mécanisme de défense, comme mécanisme de résistance.
Ça va loin, ces histoires-là. Là. Mais quand un thérapeute s'aperçoit qu'il est dans cette spirale-là, hey, tu reviens en arrière, ça avance pas. 15 ans. La plupart des thérapeutes, des psychothérapeutes ne sont pas capables de s'apercevoir de ça. Que ça tourne en rond. Oui. Hey, Luc, là, il dit c'est quasiment la deuxième défaite de ma vie, cette thérapie-là. C'est peut-être la mort de quelque chose, là, aujourd'hui. Je lui souhaite, on lui souhaite. Je trouve ça, c'est non professionnel. Si c'est le cas, d'avoir dirigé quelqu'un vers... Janine, l'être humain, c'est compliqué, le psychisme humain. Alors, c'est compliqué, puis je lance pas pierre à personne. C'est compliqué, le psychisme humain. Je suis aujourd'hui en contact. Les questions de choix aujourd'hui, si on est équipé, si on se sent équipé pour faire des choix. Et Pierre, après avoir fait une thérapie sans résultat, comme Luc a dit, puis il y a des milliers de personnes à qui ça arrive, ça, est-ce que tu peux faire le choix, si tu dis, là, je prends mon petit malheur en dessous de mon bras, puis je continue comme ça? Avec mes problèmes, tu fermes le couvercle. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font ça. Attends un petit peu, là. C'est que je suis pas sûr que c'était sans résultat. Parce qu'il y a beaucoup d'impacts positifs difficilement identifiables qui peuvent se produire lors de ces thérapies-là. Ce n'est pas parce que les émotions refoulées, qu'il y a eu une grande catharsis, qu'il n'y a pas eu d'effet positif à la psychothérapie. C'est pas évident d'évaluer ça. En tout cas, il n'y a pas... Qu'aurait été le déroulement de sa vie personnelle et émotive s'il n'y avait pas eu cette thérapie-là? Je ne le sais pas. Ouais. Admettons... Point évident, l'histoire. Mais moi, je généralise, j'ouvre, là. Tu sais, je me dis, oui, je comprends. Qui abandonnent les thérapies. Je comprends ton point. À première vue, ça peut sembler être un échec. Je suis loin d'être certain que ça n'est un. C'est très possible, Pierre, pour Luc. Mais moi, je suis parti de Luc, puis j'ouvre plus grand. Il y a des gens qui, ils vont même pas, il a persévéré longtemps. C'est parce qu'il devait aller chercher quelque chose quand même. Parce que tu restes pas 15 ans si tu vas pas chercher au moins des miettes. Est-ce que tu? Il se pourrait que ce qu'il a reçu soit difficilement identifiable. C'est pas évident. Non. En tout cas, c'est très interpellant. On parle à Nicole. Bonjour, Madame Nicole. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Nicole. C'est la première fois que j'appelle. Je suis un peu nerveuse, là. J'ai l'impression que je vais peut-être dévier du sujet, mais après avoir écouté Luc, je me dis peut-être qu'il était triste par manque de choix. Pardon? Peut-être qu'il était triste par manque de choix. Vous voulez dire? Dans le sens que moi, j'ai 42 ans. Oui. Je m'excuse, je suis un petit peu nerveuse. Non, vous n'êtes pas nerveuse, vous pleurez, ma chère. Vous pleurez quand vous êtes nerveuse? Non. Bon, alors pourquoi attribuer votre émotion à la nervosité alors que votre émotion n'a rien à voir avec la nervosité? Votre émotion a à voir avec quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous mentir? Non, pas vraiment. C'est peut-être parce que je suis bien sensible. Je suis une hyper sensible à la nervosité. Non. En tout cas. Non. Comment vous vous sentez, là? Pardon? Comment vous vous sentez? J'ai 42 ans, je suis dans une phase dans ma vie. Comment vous vous sentez? Présentement. À l'instant? Présentement, triste. Bon, merci. Merci. Parce que... Alors, pourquoi ne pas, regardez, Nicole, pourquoi ne pas s'avouer à soi-même une émotion ressentie? T'sais, pourquoi être triste et se faire croire qu'on est nerveux? Parce que, quelquefois, c'est comme honteux. Bon, oui, je comprends la raison. Alors, on se cache des émotions à soi-même pour ne pas en ressentir d'autres. Oui, on se cache la tristesse parce qu'on a honte d'être triste. C'est intéressant. Là, on parle en adulte. Ouais. Vous savez, il n'y a pas d'avantage à se mentir à soi. J'en vois pas. Peut-être qu'il y en a, je les ai pas vus encore. Ouais. OK, mais pourquoi on ferait ça d'abord? Ben oui, parce que on se met à soi-même pour se cacher sa réalité. Hein? C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on est en train de se cacher quand on se met à soi? Tu sais, on essaie de se faire coller qu'on pleure parce qu'on est nerveux, alors qu'on pleure parce qu'on est triste.
Ouais, c'est ça. Alors, si on s'avoue à soi-même qu'on pleure parce qu'on est triste, là, on va se demander, qu'est-ce qui me rend triste? Et ça devient intéressant. C'est ça, c'est que je le sais pas. Puis, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment fait de thérapie, mais j'y songe. Oui? Alors, vous le savez pas pourquoi vous êtes triste. Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Oui. Êtes-vous bien certaine? Ben, c'est pourquoi j'appelle, d'ailleurs. Oui, là-dessus, vous me convainquez. Ouais. C'est ça, là, Vous avez accroché à une phrase, vous l'avez dit tout de suite, en entrant, vous avez dit « manque de choix ». Vous avez interprété, dans ce que disait Luc, un manque de choix, puis c'est ça qui est venu vous chercher. Oui, mais ça, c'est le conscient qui dit ça, là. Alors, qu'est-ce qui se cache dessous ça, je ne le sais pas, là. C'est ça, mais c'est les paroles, c'est les premières paroles qu'elle a dites. Parlez-nous de votre tristesse. Ben, je sais pas, je pense que c'est un peu relié au fait qu'à 42 ans, j'ai un fils de 17 ans. Nicole. Pardon? Nicole. Oui. Qu'est-ce que je vous ai demandé comme question que vous voulez éluder, que vous voulez éviter? Qu'est-ce que je veux éviter? Oui, qu'est-ce que je vous ai posé comme question que vous ne voulez pas entendre? Je l'ai pas compris. Je le sais. Hey, l'inconscient nous rend sourds, et c'est pas un reproche que je vous fais, là. L'inconscient peut nous rendre carrément sourds à l'autre, hein? Oui, j'ai pas compris. Parlez-nous de votre tristesse. De ma tristesse. Oui. Ben, je me sens seule, je me sens... J'ai un manque de motivation. Je me demande si peut-être c'est les hormones, peut-être c'est... Parlez-nous de votre tristesse. Depuis quand vous habite-t-elle? Ben, c'est sûr que vous parlez souvent de la mère. Ma mère est pas jeune. C'est pas moi. Voulez-vous m'afficher la paix avec ce que j'ai déjà dit? Je vous demande simplement... Non, mais sérieusement, là, par exemple, c'est vrai, ça. Ma mère est pas jeune. Elle va partir un jour. Mon fils... Pardon, elle est pas... Elle est pas jeune. Elle va partir s'en va en Floride à chaque hiver? Non, elle a 75 ans. Ça fait quelques années qu'elle traîne un cancer. Puis, malgré que... Parlez-nous de votre tristesse. Mais ça fait partie de ma tristesse, ça. Parlez-nous de votre tristesse qui vous habite depuis quand? Mon fils qui a plus besoin de moi. Non, parlez-nous de votre tristesse. Depuis quand cette émotion-là vous accompagne? Ça fait un bout. Ah, parlez-nous de ça. Il est comment long, ce bout-là? Ben, je sais pas. Ben, je vous dirais que c'est pire depuis 2 ans. Dans la quarantaine, c'est pire. Mais si je suis bien franche, même dans mon adolescence, je veux dire, entre l'adolescence et aujourd'hui, j'ai pu rire à cœur, mais avant l'adolescence, je riais même pas à cœur. J'arrivais pas à rire à grand cœur. C'est en plein là où je veux en venir. C'est ça. Fait que, je sais pas, ça, comme vous dites, ça doit venir de l'enfance. Non, je n'ai rien dit, c'est pas moi. Ben, je pense que, vu que vous le dites, là, il y a une grande faute. On m'utilise! Je vous accuse de m'utiliser! Non, mais je vous écoute, puis des fois vous dites des choses, puis en tout cas, comme on en parle, je dirais peut-être que ça a le rapport un peu avec... moi, je viens d'une famille où on est 3 filles et un garçon. Avec ma mère, ça fait 4 femmes, plus mon père, 2 hommes. Puis, je sais pas comment dire ça. C'est... mais... Puis d'ailleurs, j'ai une grande différence d'âge entre mes soeurs et mes frères. Parlez-nous de votre tristesse. Mais c'est ça a comme rapport. Je pense que ça vient... Je sais pas. Je suis pas certaine. Faudrait que je pense. Parlez-nous de votre tristesse.
Avant l'adolescence, j'arrivais pas à rire de bon cœur. Ou à grand cœur, avez-vous dit? Ouais. Hein? En quel honneur? Ben, en fait, d'abord parce que mes parents, la famille, tout ça, ça allait pas bien. Mm-hmm. Mes parents se battaient, là, physiquement, là. Bon. Dans quel état? Écoutez. Mes soeurs... Attendez, mes parents se battaient physiquement. Qui battait qui? Les deux. OK, les deux se battaient? Ben, mon père, il a mangé autant de volets que ma mère n'a mangé. Ils se battaient, les deux. Ça vous mettait dans quel état? Ben, je voulais partir. Vous aviez quel âge? Ils se sont séparés, j'avais 11 ans. Je voulais partir. Vous aviez quel âge? Je vous ai pas demandé à quel âge ils se sont séparés. J'avais 9 ans. Bon, merci. Un petit puce de 9 ans qui voit deux innocents de parents se battre. Ça la met dans quel état? Ben, ça fait que c'est drôle que je dis j'avais 9 ans parce qu'à partir de l'âge de 9 ans, j'ai commencé à aller voir mes soeurs et mes frères qui avaient changé de province. Tous les étés. Ça répond jusqu'à ce que je sois adolescente. Ça répond pas à ma question? Quand une petite fille de 9 ans voit ses deux parents se battre, ça la met dans quel état? En état de peur, en état d'impuissance. Puis de dépendance, parce que j'avais une sœur qui me restait, puis je voulais aller partout où qu'elle allait, je voulais pas rester. Écoutez, Nicole, c'est terrifiant. D'avoir des innocents d'adultes, de parents, de tarés qui se battent, c'est terrifiant pour les enfants. Et à 40 ça a tout qu'un impact. 42 ans, elle le vit encore. Alors, tranquillement, on réexamine cette douleur-là, cette peur-là, toutes ces émotions-là qui ont été refoulées à l'époque. Et ça vous ennuie. Et jusqu'à quel point ça vous ennuie? Tranquillement, on laisse décanter. D'accord? Bye, Nicole. Ici. Pierre, oui? Ça fait une demi-heure qu'on est dans votre bureau. C'est comme ça que vous travaillez, hein? Ouais. C'est exactement comme ça. Dans ce style-là, oui. Ouais. Ça peut ressembler à ça. Ouais. Plus passif, moins actif un peu. Parce que là, quand même, je peux pas attendre 20 minutes, là, tu sais. Mais dans mon bureau, je peux facilement attendre 20 minutes que quelqu'un fasse un lien. Puis... Et là, en attendant, les gens vont pleurer, les gens vont trembler, ils ont toutes sortes de réactions avant qu'il y ait un mot qui sorte. C'est ça, votre travail. Ou bien après le mot. Après le mot, ouais. Et il y a beaucoup d'intervenants qui tolèrent mal l'expression d'émotion pendant la session et qui vont agir comme divertissement. Ou qui vont faire diversion. Pensant, Pierre, que les émotions vont sortir après? Non, parce que... non, pour ne pas que les émotions sortent, parce que ça peut les rendre mal à l'aise. En tout cas, c'est la neutralité. On a été de ça aujourd'hui. La neutralité de l'intervenant est capitale dans l'introspection, dans le cheminement intérieur. Et ça prend quelqu'un qui n'est pas rejoint dans ses propres conflits intrapsychiques inconscients. Oui. Qui est capable, Pierre, d'accompagner la personne en demeurant neutre. Est-ce que ça fait partie des formations? Ça devrait faire partie. Ben oui. Là, la neutralité, comme en journalisme, les journalistes devraient être neutres. Ça fait partie d'une formation. Exactement. Tu mets tes affaires de côté. Il y a un beau parallèle, c'est que le journaliste accompagne la nouvelle, porte la nouvelle. C'est ça. L'intervenant accompagne l'individu qui fait un voyage intérieur. C'est très riche, c'est très particulier. On va parler à David, puis on a un courriel, puis il faut absolument un courriel avant la fin de Pâquerette. OK, alors David, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour David. Oui. Je sais pas trop comment m'exprimer, là. Allez-y. Dites-nous pourquoi vous appelez. Ben, c'est la première fois que je vous appelle. J'ai 28 ans. Mm-hmm. Et c'est ça.
C'est-tu sur les choix? Est-ce que c'est sur la difficulté de faire des choix que vous avez décidé d'appeler? Oui. Oui. C'est parce que j'ai de la misère à faire des choix, présentement, parce que comment je pourrais dire ça? J'ai le choix entre travailler ou prendre 15 semaines de chômage. Et puis j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que présentement, je me suis cassé la gueule, c'est que de le dire. J'ai pas un très, très, très beau visage. À cause que je suis alcoolique et que je me suis cassé la gueule la semaine passée. Cassé la gueule de quelle façon? Partout dans mon appartement. Vous êtes infligé des blessures avec? Oui, pas à peu près. Avec? Avec je sais pas quoi. Je m'en rappelle pas. Vous en souvenez pas? Mais c'est pas drôle. Sauf que là, je cherche une solution pour un meilleur moral. Puis je sais pas quoi faire. Prenez-vous de la drogue? Non. J'ai arrêté ça, ça fait 2 ans. En avez-vous fait beaucoup? Ça me tente pas. Oui. Beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous faisiez comme drogue? J'ai tout fait. Tout fait, ça veut dire? Des roues aussi. La coke, des roues. J'ai tout fait. C'est des drogues dures, des grosses drogues. Avez-vous déjà essayé de vous enlever la vie? Ma préférée, c'était la mescaline. Avez-vous déjà essayé de vous enlever la vie? Oui. Racontez. Je me suis coupé les poignets quand je restais à Matane. Je me suis coupé les poignets, mais sauf que pas assez, heureusement. Il y a combien de temps, ça, pour cet incident-là? C'était en 98. Ça fait quelques années. Ouais. Là, vous vivez de quoi actuellement, là? Je sais ça. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous êtes travaillé ou 15 semaines de chômage? J'étais ébéniste. Vous êtes ébéniste? J'étais un très bon... très, très bon. Ah oui? Vous êtes bon là-dedans? Ouais. C'est mon père, mon contremaître, sauf que là, il veut plus me parler. Vous avez pris une brosse? Ça va trop mal, dernièrement. Pardon? Ça va trop mal, dernièrement. Qu'est-ce qui va trop mal? Ben, tout. J'arrête de travailler au mois de... Au mois d'octobre, à la fin d'octobre. Ouais, la boisson, vous en prenez à quelle fréquence? Je fais de l'épilepsie. Puis j'ai fait une crise d'épilepsie. J'ai tombé en pleine face, sur le ciment, à ma job. Puis j'ai eu les yeux au bas noir. Pas à peu près. Puis... Vous en prenez quelle quantité de boisson? La face maganée. Vous en prenez combien, quelle quantité de boisson par jour? Que je prenais? Oui. Quelle quantité vous prenez par jour? Non. Le maximum que je pouvais supporter. C'est-à-dire? C'est-à-dire 3 gros, ça. Des gros, ça. Gros. Êtes-vous suivi pour votre épilepsie? Oui. Oui, ça, Vous prenez quoi comme... J'ai un médicament, oui. du Dilantin. Vous prenez du Dilantin? Oui. Puis avec la boisson, le Dilantin pas trop efficace? Oui, c'est ça. Hein? Êtes-vous déjà allé en désintox? Plusieurs fois, j'imagine? Oh, oui. Vous connaissez les intervenants? Oh, oui. Pourquoi vous les appelez pas?
faudrait. Il faudrait. Allez, bye, David. Pour commencer. Il faudrait les rejoindre au plus vite. OK, bye. Merci. Bonne chance. Avec la persévérance, il va peut-être en venir à bout. Il faut un bout. Il est passé de la cochonnerie, l'alcool. C'est ça. C'est pas croissant, c'est décroissant. Oui, s'il peut s'en sortir, en venir à bout, là. Pierre, il y a Pâquerette qui écrit ici. Elle dit qu'elle a été élevée dans un climat de violence, des drames terribles à la maison. Elle dit, j'ai 56 ans, j'entraîne encore les effets. Mes parents ont fini par divorcer après 40 ans de mariage. Il y a un lien avec le choix, là. Elle dit, je viens d'une famille dysfonctionnelle, alors j'ai coupé les ponts. Elle a coupé, elle s'est éloignée. Mais là, l'histoire, c'est que sa mère est en phase terminale et elle a demandé à lui parler. Vous voyez venir, là. Ça fait 5 ans qu'elle lui a pas parlé. Elle dit, l'histoire est très chargée, c'est bien compliqué. Oui. Que ferais-je pour survivre au remords de ne pas aller la voir? Elle dit, j'attends une réponse aujourd'hui. Savoir vivre avec ses remords. Être adulte, c'est vivre avec les conséquences de ses actions, non? Et ses choix, en l'occurrence, de ne pas aller voir sa mère sur son lit de mort, si ça lui fait plus de mal que de bien. Pas nécessairement. Oh, je sais pas si ça va lui faire du bien ou du mal. Ça fait 5 ans qu'elle l'a pas vu, elle a rompu les ponts. Elle est très torturée, parce qu'elle dit détresse. Détresse, elle sait pas quoi faire. Elle est prise, là. Elle est prise entre le choix. Quand est-ce qu'on va arrêter de dramatiser? Ça, là, c'est une maudite tendance culturelle au Québec. L'hystérie féminine, là, c'est bien tannant. Et c'est très mauvaise conseillère. Cette espèce de dramatisation superficielle. On incite les femmes à être hystériques au Québec, je n'en reviens pas. Elle a pris une décision de rompre les ponts avec sa mère, elle n'y a pas parlé depuis 5 ans. Qu'est-ce que le cancer vient faire de plus là-dedans? Je pense que ça vient l'attendrir. Ça vient questionner son choix. Très mauvaise motivation. Alors, vous avez rompu les ponts, madame. Vivez avec la décision, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Alors, on remet ça demain. Oui. Hein? On a rendez-vous au bureau du Doc Mayou. Pas trop, là, pas trop. Bye tout le monde, bon retour.